On va parler aujourd'hui rénovation globale en copropriété, audit et financement. Donc ça va être la thématique de cette conférence. Vous allez voir, on a plein de choses à vous présenter et à vous annoncer aujourd'hui. Et ça va être dense. On est dans le cycle de conférences, effectivement, copropriété, que vous voyez. On a une conférence, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, spéciale vendredi, sur l'immeuble 100% fibre, avec tous les services qu'on peut déployer grâce à la fibre. On parlera en juin de rénovation globale, bien sûr aussi, mais on parlera plus de travaux. On parlera en septembre des nouveaux services. Et puis en novembre, on fera un focus spécialement énergie, vous savez, au moment où arrive le froid. Et puis les conférenciers, que je vais appeler d'ailleurs certains en présentiel, puis il y en a deux qui seront en distanciel. On a effectivement Stanco. Il y a eu le Covid qui nous a touché un peu deux entreprises différentes. Et Jean-Marie Valkener, Stanco Trifunovic pour l'ARC, qui est à distance. Et Jean-Marie Valkener pour le Sinov, qui est également à distance. Là, c'était plus ces problèmes de trajet, Jean-Marie, parce que vous deviez venir de Lyon. Je propose peut-être un premier tour de table de présentation rapide. Si vous voulez, peut-être Stanco, on peut commencer ? Oui, bonjour, je suis Stanko Trifunovic, je suis le responsable d'Arc Service, donc la coopérative technique de l'Arc. L'Arc, c'est l'association des responsables de copropriété, qui est une grosse association qui regroupe environ 15 000 copropriétés sur toute la France. Voilà, merci Stanko. On va continuer avec Jean-Marie alors. Oui, bonjour à tous. Jean-Marie Valkener, donc j'ai une double casquette aujourd'hui. Je représente le Sinov, qui est le syndicat des bureaux d'études, qui accompagne tous les métiers de l'ingénierie, notamment pour les copropriétés. Et puis une autre casquette, qui est celle de directeur associé de Cnova, qui est un AMO, maître d'œuvre et bureau d'études techniques, qui accompagne aussi les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique globale. Merci Jean-Marie. Alors, continuons. Allez, Jessica Jacobi-Coali pour Coach CoPro, l'Agence parisienne du climat. On est ravis aussi, Jessica, parce qu'on co-organise ce cycle de conférences depuis quelques années bientôt, mais également, ça fait maintenant 3 ans. Voilà, alors pour se présenter rapidement, Jessica. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jessica Jacobi-Coali, je suis responsable de l'animation du réseau professionnel Coach CoPro à l'Agence parisienne du climat. Donc, l'Agence parisienne du climat, je vous le présenterai tout à l'heure, mais on est une association. On a été créé à l'initiative de la ville de Paris. On accompagne les particuliers, les copropriétés dans leurs projets de rénovation énergétique. Voilà, Antoine, on peut continuer. Bonjour à tous, Antoine Guéguin, donc je travaille à la ville de Paris et je travaille à la direction du logement et de l'habitat et je suis le chef du bureau de l'habitat durable et c'est ce bureau-là qui pilote les opérations d'amélioration de l'habitat, alors pour l'amélioration énergétique, c'est le sujet d'aujourd'hui, et puis on s'occupe aussi de la rénovation environnementale du parc social. Voilà, merci Antoine. Jessica Gracien pour Rénovons Collectif. Ravi aussi parce qu'on co-organise aussi ce cycle de conférences maintenant depuis quelques années. Merci à toi d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Donc, Jessica Gracien du programme Rénovons Collectif, qui est un programme de sensibilisation à la rénovation énergétique. Très bien. Et enfin, pour terminer ce tour de présentation, Dimitri Copin. Bonjour à toutes et à tous, Dimitri Copin, société Helio. Alors au même titre que Jean-Marie, j'ai une double casquette au sein d'Helio. Je suis chargé d'affaires sur la zone Île-de-France et chef de projet sur le projet de tout ce qui concerne le diagnostic et la mise en conformité vis-à-vis des obligations des copros sur la loi climat et résilience. Et pour en quelques mots pour Helio, Helio est un acteur national qui accompagne tout type de clients, dont les copropriétés, dans le financement de travaux de rénovation énergétique. Voilà, merci. Donc on a un format d'ailleurs un peu différent. Vous voyez, on n'est pas habitué. On est habitué être sur des tables hautes avec des tabourets. On s'est mis donc dans des fauteuils pour être confortable. D'ailleurs, on va être toute cette matinée ensemble comme ça assis. D'habitude, il y avait plutôt des successions d'interventions. Donc c'est ce nouveau format qu'on voulait vous soumettre. On avait dit, Stanco, peut-être pour commencer ce sujet, que ça serait à toi de commencer effectivement pour rappeler un peu les obligations qu'il y a dans les copropriétés, avec beaucoup d'acronymes, hein, Stanco, oui. Les PPT, les DPE, bon maintenant aujourd'hui tout le monde connaît, les DGT, bon enfin voilà, est-ce qu'on peut faire un tour d'horizon de ce qu'il y a effectivement dans les copropriétés en termes d'obligations ?
Oui, effectivement, c'est le festival des acronymes. Voilà. Alors, le DPE collectif. Donc, le DPE, vous connaissez, c'est le diagnostic de performance énergétique qui donne une classe à chaque immeuble ou appartement. Donc, dans ce cas-ci, c'est collectif, donc ça concerne les immeubles. Et donc, ça donne une classe de A à G, à B, C, D, F, G, donc étant le A la classe la plus favorable. Ce DPE collectif sera rendu Jean-Marie, peut-être obligatoire. coupez votre micro quand vous ne parlez pas, oui. Je vais refaire un mail. Oui, voilà. Donc, le DPE collectif doit être mis en place progressivement. Et donc, les copropriétés sont censées en avoir un. Donc, tout est copro dont le PC a été déposé avant 2013. Hein. Donc, pour les moins de 50 lots, c'est 1er janvier 2026. Pour les copros allant de 50 à 200 lots, c'est au 1er janvier 2025. Et pour les copros de plus de 200 lots, 1er janvier 2024. Alors, ce TPE, cet échéancier, bon, c'est bon de le rappeler, mais il va être un peu bouleversé, il va devenir un peu obsolète par l'obligation pour les copropriétés de réaliser un plan pluriannuel de travaux. Donc, si vous pouvez passer la slide suivante. Donc, c'est ce plan pluriannuel de travaux. Donc, c'est une liste de travaux à réaliser sur 10 ans, classés par priorité, qui présente des phasages, des scénarios en fonction d'objectifs énergétiques, avec une colonne avec des coûts estimatifs et aussi une colonne avec les gains énergétiques que permettent d'atteindre, le cas échéant, ces travaux. Donc, ce plan pluriannuel de travaux doit être mis en place pour les copros. Donc, pareil, pour les moins de 50 lots, le 1er janvier 2025. Donc, si vous avez le DPE, c'est décalé d'un an. Copro entre 50 et 200 lots, 1er janvier 2024. Et les copropriétés de 200 lots, elles devraient déjà avoir un PPT, c'est le 1er janvier 2023. Alors, pourquoi je disais que le calendrier d'échéancier du DPE est un peu obsolète? C'est qu'en fait, depuis le 1er janvier 2023, quelle que soit la méthode pour faire le PPT, en fait, elle aura un DPE collectif inclus. Donc, juste pour, je pense que les autres intervenants auront l'occasion d'en parler, mais le PPT, donc il y a deux façons de faire le PPT, soit à travers un DTG, un diagnostic technique global, autour des acronymes. Donc, le diagnostic technique global, depuis le 1er janvier, est accompagné donc d'un DPE collectif. Ou alors, l'autre façon de faire un plan pluriannuel de travaux, c'est une analyse architecturale accompagnée d'un DPE collectif. Donc, dans les deux cas, vous avez un DPE collectif. Donc, ce qui fait que si l'on suit l'échéancier du PPT est plus précoce d'un an par rapport à celui du DPE. Donc, voilà. Voilà, merci Stanko pour cette. Et puis il y a une obligation aussi sur la location. Hein, ça on aurait pu. Il y a des contraintes aussi sur la location sur les immeubles qui sont des passoires thermiques, juste pour le rappeler, qui est déjà en place là. Hein. Oui, tout à fait. Alors le DPE, comme je disais, ça apporte des étiquettes et des classements. L'étiquette, c'est une double étiquette d'ailleurs. Consommation d'énergie d'un côté et d'émissions de gaz à effet de serre de l'autre côté. Et généralement, la règle fait qu'on s'aligne sur la classe la plus défavorable pour donner le classement. Ce DPE va être coercitif, enfin, va apporter des contraintes aux propriétaires bailleurs progressivement. Et donc, les classes considérées F et G, qui sont considérées passoires thermiques, seront considérées indécentes donc au niveau logement et seront interdites à la location progressivement. Mais il y a déjà il y a tout un calendrier sur ces interdictions là et depuis août 2022, on ne peut plus désormais augmenter les loyers, par exemple.
Voilà, donc il y a déjà des obligations qui sont en place là, sur les problèmes de location. Alors là, on a peut-être embrouillé un peu notre public, c'est qu'il y a DPE collectif et le DPE individuel. Hein. Ça concerne le DPE individuel, finalement, sur la location. Hein. Oui. Oui, tout à fait. Là, c'est sûr qu'il ne faut pas mélanger les deux parce que c'est des cas différents. Donc, le DPE individuel était en place déjà depuis un certain temps. Donc, c'est un concept qui est déjà entré dans les habitudes des propriétaires. Et là, c'est surtout le DPE collectif dont j'ai donné les dates, qui est une nouveauté et qui est introduit par la loi Climat et Résilience, donc d'août 2021. Voilà. Merci Estanco pour ce premier élément. On va continuer donc Jessica pour l'Agence parisienne du climat et coach copro. On va continuer effectivement sur le parcours de la rénovation. On avait dit qu'on ferait un petit tour d'horizon pour rappeler à tout le monde les différentes étapes. Je vais te passer d'ailleurs la petite zapette voilà, qui te permet d'avancer. Le bouton blanc, c'est pour avancer. Voilà, sur la diapo que tu vas avoir. Voilà, Benjamin va la mettre. Alors, vous voyez aussi, on en profite, hein, on a fait des progrès. Il y a une petite banderole autour. Vous voyez, vous êtes incrusté dans un environnement graphique. Voilà. Jessica. Super. Donc, moi, mon propos, il va se situer sur votre projet, vous, en tant que copropriétaire, sur comment se lancer dans un projet de rénovation énergétique et surtout avec qui le faire. C'est un peu ça, et vous expliquer bien évidemment qu'est-ce qui est à votre disposition pour vous lancer dans un projet de rénovation énergétique. Donc j'ai présenté très rapidement l'Agence parisienne du climat tout à l'heure. Donc on est une association, on est le guichet unique de la rénovation énergétique à Paris. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on est l'espace France Rénov à Paris. L'espace France Rénov qui portait avant FER, avant c'était PRIS, Espace Info Énergie de l'ADEME, etc. Donc nous, on est situé à Paris et on accompagne donc les copropriétés via Coach Copro, qui est un outil d'accompagnement qui vous permet en tant que copropriétaire de bénéficier de l'accompagnement gratuit d'un conseiller à l'Agence parisienne du climat. On est là pour sensibiliser, informer, accompagner et surtout aussi en parallèle former aussi les professionnels de la rénovation énergétique à répondre au mieux aux demandes et aux enjeux du territoire et aux enjeux des copropriétés dans leurs procédures, dans leurs process pour rénover leurs bâtiments. Donc, pour rappel, c'est un outil web. Pour vous inscrire, c'est très simple. C'est un nom, prénom, mail, mot de passe et surtout l'adresse de la copropriété. Et là, vous serez mis en contact avec un conseiller à l'Agence parisienne du climat. C'est un dispositif donc, qui est en tout cas disponible sur Paris, mais pas que. À l'échelle de la métropole du Grand Paris, si par exemple, si on a quelqu'un en ligne sur place qui habite à La Défense, donc ce ne sera pas nous, mais en allant sur Coach Copro et en indiquant votre code postal, par exemple pour La Défense, vous allez tomber sur POLD, la LEC POLD, Paris-Ouest La Défense, qui est sur ce territoire et qui va pouvoir vous accompagner dans votre projet de rénovation énergétique. Pareil, si vous habitez dans le 94, en fonction du code postal, vous allez tomber sur le bon interlocuteur. Pourquoi rénover ? Il me semblait intéressant quand même d'en parler avant de se lancer dans les procédures. Souvent, ceux qui viennent vers nous, on a plusieurs types de copropriétaires. Ceux qui ont eu une injonction en ravalement, voilà, qui viennent et qui se posent la question sur OK, on va devoir ravaler la façade, mais qu'est-ce qu'on peut faire en parallèle ? Ceux qui ont des problèmes avec leur chaudière, ceux qui se posent la question de rénover toute la copropriété directement parce qu'on a des fuites au niveau de la toiture, parce qu'on se rend compte qu'il va falloir faire un ravalement d'ici quelques années. Donc voilà, il y a un sujet d'amélioration du confort au sein de son logement. On a froid, on a trop chaud l'été, on a trop froid l'hiver. Valoriser son patrimoine, respecter aussi, se mettre en conformité avec la réglementation. Parce qu'il y a des copropriétés à l'époque de l'audit qui devaient faire l'audit. On a le DPE collectif maintenant, on a le PPT. Donc voilà, c'est un peu où on en est, qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc c'est important de savoir d'où on part. Et ça fait tout l'objet du coup de la préparation entre vous en tant que copropriétaire, savoir ce que vous souhaitez faire, vers quel type de diagnostic ou qu'est-ce que vous avez déjà fait.
puisqu'on parle du diagnostic technique global, on parle du DPE, on parle du PPT. Mais si vous avez réalisé, par exemple, un audit architectural, j'ai n'importe quoi, il y a 3 ans, peut-être que ça peut valoir le coup, si vous avez déjà une idée de ce que vous souhaitez faire, aller directement en phase de maîtrise d'œuvre. Donc voilà, tout dépendra un peu de la phase dans laquelle vous êtes. Mais globalement, on a 3 grandes étapes, on va dire. C'est une préparation et l'audit, donc le diagnostic, le DTG. Une deuxième phase qu'on appelle la conception, donc la phase de maîtrise d'œuvre. Et après, on passe à la phase de réalisation des travaux. En moyenne, en copropriété, ce qu'on observe, c'est qu'on est sur un temps aux alentours de 5 ans entre la phase de diagnostic et la phase de la réalisation des travaux. Entre deux, on a de la chance sur Paris, on a différents dispositifs d'accompagnement, dont le programme Éco-Rénovons Paris Plus, dont je vous dirai un petit mot tout à l'heure. Voilà, tout au long de ce projet, une chose à retenir, c'est la communication entre vous, copropriétaires, entre vous et votre représentant, donc le syndic, et bien évidemment les acteurs, donc les agences OCAD de énergie. Si vous êtes sur Paris, ça sera nous. Et voilà, afin de ne pas louper les étapes, de ne pas louper potentiellement des aides financières et surtout qu'on puisse aussi faire le lien avec les professionnels qui pourront vous accompagner pour la suite. Merci Jessica. Donc je vais faire rebondir Jean-Marie qui est à distance avec nous là sur la partie effectivement les objections à lever. Jean-Marie, si vous êtes là, finalement c'est quoi les objections qui a levé en début de projet? Là on parle d'audit vis-à-vis des copropriétaires pour initier, puisque c'est ce dont on parle, pour initier ces travaux. Oui, alors les objections à lever, oui, les objections et puis à la fois et puis les de réussite, quoi. C'est-à-dire que comme Jessica l'a très bien dit, il y a un besoin technique à l'origine d'un projet. Après, ce qui est important, c'est qu'il y ait des porteurs de projet. Nous, on insiste beaucoup là-dessus, c'est qu'il y ait vraiment des porteurs de projet, que ce soit a priori le conseiller syndical, qui va plutôt être eux qui vont se saisir du projet, mais qu'eux aient déjà envie de mener ce projet. Et donc, ça veut dire qu'à la fois, ils aient conscience de ce qu'il y a à faire sur le bâtiment. Donc là, je rejoins ce qu'a dit Jessica, est-ce qu'il y a un ravalement à faire sur les façades? Est-ce qu'il y a une chaufferie qui arrive en fin de vie, ou bien une chaufferie fuel, un potentiel de raccordement à un réseau de chaleur urbain en train de se créer, ou d'autres sujets qui font que les copropriétaires vont avoir envie, enfin le conseil syndical va avoir envie de porter ce projet. Ensuite, il va falloir communiquer, et là, dès lors qu'on communique, il y a plusieurs questions qui vont se poser initialement. Premièrement, c'est à quoi ça sert? Et donc là, à quoi ça sert? Il y a différentes réponses. C'est le contexte politique, le contexte, donc vous l'avez dit, avec les interdictions de location, les obligations liées à la loi climat et résilience. Il y a des sujets d'entretien du bâtiment, et même avant de parler des questions énergétiques, il y a des questions de sécurité. Parfois, on voit qu'il y a des poussées de fer qui font qu'il y a des éclats de béton, il y a des problèmes liés à la sécurité incendie, donc ils font que de toute manière, il y a des sujets à traiter dans la copropriété. Ça peut être aussi une réponse à la question pourquoi le faire. Et puis, c'est aussi d'améliorer le cadre de vie. Et puis après, deuxième objection qui vient assez rapidement, c'est en fait combien ça coûte. Et donc là, deux réponses qu'on peut apporter à ça. Première réponse, c'est déjà le fait de faire un audit ou un DTG ou globalement ce qu'on peut résumer dans une phase de programmation, c'est-à-dire identifier les travaux à réaliser. Ça n'engage pas à faire des travaux. Ça, c'est un outil d'aide à la décision qui permet de savoir ce qu'il y a à faire sur le bâtiment et ensuite de prendre une décision collective et partagée de ce qu'on a envie de faire de ce projet. Et puis ensuite, pour avoir des ordres de grandeur de prix, si jamais la copropriété souhaite passer à l'étape d'après de faire des travaux, là on pourra y revenir, et peut-être que d'autres auront des informations à apporter. Mais avec les aides financières qui sont mises à disposition aujourd'hui, on voit que un projet de rénovation énergétique globale, si jamais la copropriété souhaite partir dans cette logique-là, c'est via des solutions de financement bancaire qui existent aujourd'hui, qui permettent d'étaler les financements sur 20 ans. On peut arriver à une subvention sur des quotes-parts qui sont de l'ordre de 100 à 150 euros par copropriétaire. Et après subvention, on peut tomber entre 75 et 125 euros par mois. Donc voilà, donc c'est ça la deuxième objection qu'on peut lever. Et voilà, et qui permet à des copropriétaires de se rendre compte beaucoup plus facilement de mensuellement, au quotidien, comment est-ce que ça va m'impacter et est-ce que moi je suis en capacité on va y revenir, Jean-Marie. D'acheter ça ou pas.
Merci, hein, merci pour ce premier tour d'horizon. Jessica, oui, une précision. Et puis après, ensuite, Antoine, on va continuer sur la partie aide, parce que Jean-Marie nous donne l'eau à la bouche, hein, sur les aides, si je peux utiliser ce terme. Jessica, oui. Exactement, ouais. Il y a peut-être deux slides pour terminer, notamment pour compléter les propos de Jean-Marie sur le DTG, donc le diagnostic technique global, qui est notamment une première étape pour la copropriété qui ne sait pas encore trop pourquoi, comment en tout cas se lancer dans un projet de rénovation énergétique. Donc ce diagnostic a pour but pour la copropriété de faire un tour d'horizon, que ce soit d'un point de vue énergétique, architectural, des travaux à réaliser au sein de son bâtiment. Avec l'ARC, on a conçu un référentiel donc qu'on a appelé qui est sous vos yeux, qui est disponible bien évidemment en ligne et qui est transféré à l'ensemble de nos professionnels qui interviennent sur la rénovation énergétique des copropriétés, donc bureaux d'études, architectes, ingénieurs financiers, qui sont à même aussi de répondre et de vous accompagner en tant que copropriétaire dans ce type de diagnostic. Donc on retrouve, donc c'est la loi Allure, on retrouve dans ce référentiel DPE collectif qui est obligatoire. On a aussi intégré un volet financier qui permet d'avoir des ordres de grandeur du montant des coûts des travaux potentiels. Bien évidemment, le plan pluriannuel de travaux, donc la liste des travaux à effectuer dans les années à venir. Et en partie aussi, on a un parti pris de proposer aussi des scénarios de travaux. Donc, qui sera conçu avec vous, copropriétaires, sur les différents types de travaux que vous pouvez réaliser et voir le coût de ces différents scénarios de travaux. Pour, en parallèle, réaliser ce DTG, ce diagnostic technique global, il existe une subvention de 5 000 € de la ville de Paris et de la métropole du Grand Paris. Et on a 3 conditions pour bénéficier de ce chèque. Première condition, il faut que la copropriété elle soit inscrite sur Coach Copro, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc inscription gratuite. Deuxième point, respecter le référentiel que vous venez de voir. Et enfin, faire appel à un professionnel qui est affilié à l'annuaire des professionnels. Donc il vous suffit globalement de vérifier sur le site internet si votre professionnel est bien dessus, faire appel à un bureau d'études, un architecte, ou un ingénieur financier. C'est un groupement, en tout cas c'est un groupement de professionnels qui va réaliser ces travaux. Et bien évidemment, vous pouvez les retrouver, on organise le 12 avril prochain le forum Habiter Durable. Donc on sera également là avec Xavier lors des conférences et vous aurez un certain nombre d'informations sur toute la journée sur comment rénover sa copropriété avec des entreprises de travaux, des fabricants, des bureaux d'études, des architectes. Voilà, c'est un très bel événement qui se passe à l'Hôtel de Ville le 12 avril. On va continuer avec les aides et puis après je vais revenir vers Stanco sur l'accompagnement des petites copropriétés là, parce qu'on a fait un focus là, sur les aides sur les DTG. Alors Antoine, effectivement, Antoine Guéguin, merci d'être là pour la mairie de Paris. Il y a des financements pour les travaux. Alors il y a des financements à la fois nationaux, mais aussi des financements de la ville. Oui, tout à fait. Donc, Jessica l'a très bien présenté. On commence en fait à financer les projets dès le départ avec le financement du DTG. Donc, 5 000 €. Finalement, on s'aperçoit que sur une petite copropriété, globalement, ça peut couvrir 100% du coût. Et puis, sur une grosse copropriété, ça va laisser une quote-part résiduelle vraiment extrêmement faible. Donc, c'est vraiment pour aider les copropriétés à se lancer et à se dire que finalement, la première dépense sera quasiment indolore. Et puis, ces financements, ils vont se déployer tout au cours du projet. Donc, il y a notamment un financement de la métropole du Grand Paris qui permet de financer les études de maîtrise d'œuvre. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Et puis après, on est dans un contexte vraiment très particulier aujourd'hui, avec un déploiement d'aide au niveau national et au niveau local qui est sans précédent pour la rénovation des copropriétés. Donc, je ne sais pas si vous connaissez MaPrimeRénov copropriété, qui est mis en place par l'Agence nationale de l'habitat. Les budgets sont colossaux, plusieurs milliards depuis leur lancement. Et globalement, on va pouvoir venir financer en gros 25% du projet de travaux grâce à cette aide-là. Et puis localement, les collectivités territoriales, elles vont ajouter ou créer des aides complémentaires ou des aides alternatives. Enfin, il y a beaucoup de choses. Nous, à la ville de Paris, on a une aide qu'on déploie qui est un peu plus simple à obtenir que celle de l'ANA, puisqu'on va
commencer à aider les projets à partir de 15% de gains énergétiques. Et ça a un peu intéressé les petites copropriétés, notamment les copropriétés patrimoniales. Et puis, on va pouvoir aussi financer l'excellence, puisqu'on va jusqu'à au-delà de 50% de gains énergétiques. On a aussi des primes qui sont des primes environnementales, des primes pour vos locaux, pour les déchets, les vélos, etc., etc. Donc en fait, on va compléter les aides de l'Agence nationale de l'habitat pour rendre votre projet encore plus global, le plus global possible, avec des ENR, avec tout ce qu'on peut imaginer sur un projet. L'important en fait du régime d'aide, c'est qu'il s'adapte à votre projet. Jessica l'a très bien dit, ce qui compte, c'est votre besoin. Et ce besoin-là, on va être en mesure de l'accompagner financièrement. Et puis, pour vous donner des exemples, globalement, on finance les projets à hauteur de 40% avec des subventions. Donc ça veut dire qu'il vous reste 60% à charge. Et ça, vous pouvez aller vous le faire financer avec des prêts à taux zéro ou avec vos propres moyens. Un autre point qui me semble fondamental, c'est qu'on pense dans les copropriétés aux personnes qui ont des faibles ressources, et on se dit qu'un projet de rénovation vraiment très important pourrait les obliger finalement à vendre leur logement parce qu'ils ne sont pas en mesure de payer leur quote-part. Et là aussi, les collectivités, et notamment la ville de Paris, viennent les aider spécifiquement, avec des aides spécifiques pour les personnes à faible revenu, pour pouvoir prendre en charge jusqu'à 80% du coût des travaux pour eux. Donc c'est vraiment global et inclusif, c'est vraiment la logique qu'on poursuit. Oui, finalement, en termes d'aide, c'est du jamais vu, en termes d'accompagnement aujourd'hui, en termes de montant. Et aussi, ces personnes qui ne sont pas en capacité de suivre ces travaux, c'est un élément important, parce qu'il faut qu'ils puissent voter aussi les travaux, qui ne viennent pas bloquer cette phase de décision. Oui, c'est ça. Nous, notre objectif, c'est vraiment que les travaux se fassent et donc soient votés, parce que la copropriété, c'est vraiment la démocratie directe la plus absolue. Et donc, on va apporter des financements, effectivement, c'est sans précédent. Et on peut parler aussi de l'exonération de la taxe foncière sur le territoire parisien. Ça existe dans d'autres territoires. Donc, en fait, vous allez être en capacité de financer vraiment une grande part de vos travaux via des financements publics. Et puis, il y a la question de l'accompagnement. Alors, l'accompagnement, il commence par l'Agence parisienne du climat, mais se poursuit notamment à Paris dans le dispositif Éco-Rénovons Paris Plus. Et vraiment, l'important, c'est que ce soit le plus simple possible pour les copropriétaires et qu'ils puissent arriver en assemblée générale avec 100% des informations financières. C'est-à-dire qu'ils savent combien ça va leur coûter avant même de voter. Et ça, c'est un aspect indispensable pour la prise de décision. Oui, alors, j'ose le mot, hein. Il y a un maquis d'aide, effectivement, aussi, on voit sur la ville, parce qu'en fonction des projets, on parlait de vélo, mais on parlait d'autres sujets. Et quand on parle de vélo, on parle aussi de transition énergétique. Hein, mais donc, finalement, comment doit faire le copropriétaire pour savoir quelles aides auxquelles il a droit, finalement, par rapport à son projet, Jessica? Alors pour ça, c'est l'espace France Rénov du territoire. Donc à Paris, ce sera l'Agence parisienne du climat. Comme je vous disais, j'insiste beaucoup sur le fait de bien vous renseigner qui pourrait en tout cas vous accompagner dans une première phase sur votre projet. Trop souvent, on se retrouve confronté à des personnes qui viennent, ils ont déjà voté des travaux ou ils ont déjà un projet un peu bien avancé et là après ça devient plus compliqué ou ça ralentit le projet lorsque la copropriété décide de mobiliser des aides. Donc c'est simplement vous rapprocher de l'Agence parisienne du climat si vous êtes sur Paris. Voilà, donc finalement, pour ceux qui nous écoutent, qui ont une ALEC, une agence locale de l'énergie et du climat, il faut aller voir leur agence locale de l'énergie parce que c'est cette agence locale qui va savoir en fonction du projet quel type d'aide auquel ils vont avoir droit. Exactement. Et ça, on avait montré la carte, hein, vous aurez droit, cher public, aussi à ces diapos. Hein. Et puis bien évidemment, nous on est là dans un premier niveau d'information, donc vous indiquez ce qui existe et comment en tout cas l'obtenir. Après, pour un montage plus précis, on va vous orienter vers des professionnels qui font ce type de montage financier. Antoine, c'est quoi le montant d'aide? Alors je ne sais pas si c'est connu ou si on peut en parler. C'est quoi le montant d'aide de la ville de Paris là, sur 2023 sur la rénovation énergétique des copropriétés? Alors, nos enveloppes sont en train d'évoluer plutôt favorablement puisqu'on est dans le cadre d'une négociation avec l'Agence nationale de l'habitat. Mais globalement, on a plus de 60 millions de disponibles à échéance 2026, donc avec une montée en puissance. Ce qu'on peut retenir, c'est que en fait, on va toujours avoir des financements disponibles pour les copropriétaires sur le territoire parisien, d'autant plus qu'ils sont doublés par ceux de l'Agence nationale de l'habitat. Et là aussi, il y a un engagement à
pluriannuel de la part de l'ANA qui nous permet d'envisager de pouvoir financer tous les projets qui se présentent à nous, en fait. Oui, donc on ne va pas avoir de point de blocage parce que finalement, on n'aura pas suffisamment d'argent pour venir accompagner tout le monde. Non, non, ça c'est vraiment un point positif des évolutions de ces dernières années. Je ne vous cache pas que c'est des combats qui ont été difficiles parce que certains ne croient pas à la rénovation environnementale. Mais au final, on s'aperçoit que tous les leviers ont été, tous les verrous ont un peu sauté. Et finalement, on est dans une situation financière qui est vraiment très, très, très favorable à la rénovation de la copropriété. Et ça, il faut vraiment se saisir de cette opportunité. Il faut garder à l'esprit qu'il y a les obligations, on l'a vu de la première présentation de Stanco, les obligations viennent de plus en plus fortes et il faut garder à l'esprit que quand tout devient obligatoire, ça devient très compliqué d'aller chercher des financements puisque vous êtes obligé de le faire. Et donc là, on est dans une phase transitoire qui est la phase de massification de la rénovation et c'est vraiment des opportunités en termes de financement qui sont disponibles. Juste avant de continuer avec Dimitri, on va parler là effectivement ingénierie financière. Peut-être Stanco qui est avec nous. Il y a un vrai sujet aussi qui est d'accompagner les petites copropriétés. Alors on voit qu'il y a ce que vous avez fait, ce qui a été mis en place comme dispositif à la ville de Paris, c'est ce forfait sur l'audit finalement qui vient vraiment aider ces petites copropriétés qui avaient du mal finalement parce que grosso modo qu'on fasse un audit pour une grosse copropriété, une petite copropriété, on est à peu près sur le même coût d'audit. Hein. Je ne regarde pas l'épaisseur du trait. Donc quand on est peu de copropriétaires, on a du mal à financer cet audit. Mais au-delà de ça, au niveau de l'ARC, vous avez mis en place une offre pour les petites copropriétés pour les embarquer dans cette phase de travaux. Alors, c'est en cours de déploiement parce que c'est pas évident de proposer un produit de qualité et en même temps un prix intéressant. C'est pas non plus notre fonction. Donc, on essaie de créer des binômes et des convergences d'entreprises qui seraient disposées à faire des DTG ou alors encore des analyses architecturales accompagnées de DPE pour les toutes petites copropriétés. Donc, c'est en cours de déploiement. Donc, on en a fait quelques-unes. Les expérimentations sont bien passées, mais on n'a pas encore des équipes pour pouvoir déployer à grande échelle. J'aimerais quand même attirer l'attention sur les problèmes que rencontrent les petites copropriétés pour trouver des devis pour exécuter des DTG. C'est-à-dire que si vous avez par exemple une copro de 20 lots, ce qui n'est pas du tout un cas rare ni isolé, la plupart des cabinets vous tourneront le dos, quoi. Donc c'est assez, ne vous répondront même pas. Hein. Donc on constate ça tous les jours. Donc c'est vraiment un problème concret et pour lequel on n'a pas de solution pour l'instant. C'est-à-dire que qu'est-ce que par exemple la CINOV, donc je parle à Jean-Marie, pourrait proposer ou conseiller à des copros de 10 à 20 lots qui cherchent à faire un DTG. Est-ce que sur le marché des DTG, il y a aujourd'hui des propositions faites par des acteurs? Nous on essaye de mettre en place, notamment avec des partenaires type compagnie des architectes de copropriété, de les sensibiliser à ce qu'ils donnent la main à des cabinets ou bureaux d'études thermiciens pour qu'ensemble ils travaillent et ils proposent des propositions sur mesure. Jean-Marie, on va faire rebondir Jean-Marie. Merci Stanco. On va continuer. Mais Jean-Marie, effectivement, pour répondre pour le CINOV, on entend finalement ce que j'entends, Stanco, c'est qu'aujourd'hui, il y a un appel d'offres grâce à ces aides. Donc, des professionnels sont un peu débordés pour répondre et pour accompagner. Et ils vont plutôt sur les grosses copropriétés sur lesquelles, effectivement, il y a des budgets qui sont plus importants, peut-être des projets qui sont plus faciles à suivre. Est-ce que pour laisser personne sur le bord du chemin pour la rénovation énergétique, est-ce que le CINOV a mis des choses en place, Jean-Marie ? Alors, en fait, vous avez raison, et Stanco, oui, vous avez raison, que le sujet des petites copropriétés, c'est un sujet qui existe depuis toujours. Et on a vraiment du mal à l'adresser. Tous les acteurs, la filière a du mal à adresser le sujet.
Et donc, au niveau du SINOV, il n'y a pas d'action particulière qui a été mise en place à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, c'est... et puis en plus, ça dans un contexte d'augmentation massive des demandes de toutes les copropriétés, c'est-à-dire qu'y compris sur les copropriétés de plus grande taille, il va même là y avoir, je pourrais y revenir si vous le souhaitez, mais plusieurs marchés, entre le marché réglementaire et le marché des travaux, parce que même sur ce marché des plus grosses copropriétés, il y a déjà un goulet d'étranglement qui commence à arriver. Et donc le sujet des petites copropriétés, c'est un sujet qui s'ajoute aussi à ce. Là, c'est vrai qu'il y a la compagnie des architectes de copropriété, c'est un très bon acteur pour adresser ces petites copropriétés. Et puis, j'ai connaissance, alors c'est pas au niveau du SINOV, mais c'est au niveau d'un acteur de la profession, un cabinet de maîtrise d'œuvre qui s'appelle Reanova et qui a lancé une offre, mais plus pour les petites copropriétés qui souhaitent mettre en œuvre des travaux, qui va se rapprocher davantage de ce qu'on appelle la conception-réalisation ou le contractant général, et voilà, pour permettre d'aller plus vite et de lever les verrous sur les études qui concernent les petites copropriétés. Voilà, on va y revenir. Jessica, oui. Juste une précision, effectivement, pour les copropriétés. C'est vrai que nous, en phase DTG, lorsqu'on a une copropriété de moins de 15 logements, il y a une complexité et une difficulté à avoir des réponses. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on propose à la copropriété de solliciter de préférence des architectes. Parce que souvent, les architectes commencent en tout cas des études avec la copropriété, même en phase DTG. Et ces architectes prennent aussi un thermicien en parallèle, peut-être qui intervient un tout petit peu moins sur la copropriété initialement, mais ils arrivent à faire des binômes et ils ont au moins un DTG conforme, etc. Donc c'est vrai que pour les petites copropriétés, c'est vrai que ça peut valoir le coup de s'orienter vers un architecte qui va trouver aussi, va faire un binôme avec un thermicien. Et bien évidemment, il y a des offres aussi, peut-être un tout petit peu après le DTG, conception-réalisation. Et Jean-Marie l'a indiqué, on a Réalisa, mais on a aussi bien d'autres qu'on peut retrouver sur l'annuaire des professionnels Coach CoPro. Voilà, alors Dimitri, pour Helio Solutions, on va continuer effectivement sur cette partie offre, puisqu'on voit qu'il faut mettre en place des offres, à la fois pour les petites et pour les grandes, et donc ça va être l'objet de votre présentation. Tout à fait. Alors, je fais une présentation rapide d'Helio, mais je vous l'ai déjà faite en introduction tout à l'heure. À vrai dire, Helio essaye de se positionner comme un référent pour aller chercher des solutions de financement sur des projets de rénovation énergétique. Alors on intervient sur toute typologie de clients. Aujourd'hui, on est plus concentré sur la copropriété pour la présentation d'aujourd'hui. Donc vous voyez, nous sommes un acteur national, donc là on est quand même plus concentré sur la zone Île-de-France avec les présentations des grands circuits. Mais donc voilà, l'idée c'est de se présenter comme un référent et mettre à disposition tout un réseau de partenaires, aussi bien au niveau de la réalisation de travaux avec des entreprises de travaux, mais également à l'état initial en phase de diagnostic, d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Je vais y revenir un peu plus en détail. Bon, j'avais fait un petit quiz, je ne sais pas si on peut peut-être, comme j'ai l'impression que tout le monde là. Non, mais on va faire le quiz, bien sûr. Le quiz, alors voilà, on a un quiz pour le public. Le public qui est à distance et même le public qui est sur place. Des pistes ont été apportées. Voilà, donc il y avait intervenants. Il y avait on a commencé à y répondre, mais donc quels sont les principaux bénéfices d'un projet de rénovation énergétique? Comme on a commencé à y répondre, vous allez tous voter correctement. Alors, c'est quoi les 5 choix possibles? Alors, on avait mis l'amélioration du confort des habitants, la rapidité des travaux, la réduction des consommations énergétiques, l'obtention de financements supplémentaires, la valorisation du bien immobilier et des échanges supplémentaires avec le voisinage. Oui, parce qu'on crée du lien quand on a des travaux, des difficultés à résoudre ensemble. Voilà, alors on vous laisse voter. Allez, 5, 4, vous êtes très nombreux à distance, m'a dit Benjamin. 2, 1, 0. Et voilà, on vous présente les résultats. Cher public. Alors. On est quand même plutôt juste, j'ai l'impression, dans l'ensemble. Effectivement, il y a les premiers points qu'on a surlignés en vert qui avaient été cités par Jessica en début de présentation, qui sont effectivement l'amélioration de votre confort, ce qui est quand même quelque chose qui n'est pas toujours mis en avant. Mais c'est vrai, quand on procède à des travaux de rénovation énergétique, on améliore son confort aussi bien en hiver qu'en été. Donc on a pu le constater notamment cet été pour les copros qui étaient mal isolés, il fait plus chaud. La réduction de vos consommations énergétiques, bien évidemment, qui n'est pas anodine avec l'explosion du coût de l'énergie de cette année.
l'obtention de financements supplémentaires qui ont commencé à être évoqués avec des financements portés par l'ANA, la mairie de Paris et des dispositifs nationaux tels que le dispositif des certificats d'économie d'énergie. La valorisation de votre bien, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'études qui montrent une nouvelle notion dans l'immobilier qui est la valeur verte, qui fait que les biens qui sont considérés comme des passoires thermiques sont un peu moins bien valorisés sur le marché de l'immobilier. C'est un peu moins vrai à Paris, parce qu'on est sur un marché très tendu, mais c'est plus en plus vrai. Oui, il y a un gros impact maintenant sur les biens qui ne peuvent plus être mis à la location, hein, sur la valorisation. Alors, tout à fait, parce que ça, effectivement, il y a des potentiels acquéreurs qui souhaitent mettre le bien en location qui derrière ne se positionnent pas. Il y a aussi bien, avec la hausse du coût de l'énergie, de nouveaux propriétaires qui y réfléchissent à 2 fois avant d'acheter un appartement noté G notamment. Donc voilà. Et alors, j'ai pas barré l'échange avec le voisinage parce que c'est tout au moins c'est plus bénéfique que négatif selon nous, mais pour autant, ça peut entraîner des problèmes parfois. Donc, voilà. On recrée du lien. On crée du lien, tout à fait. Merci pour ce quiz. Pardon. Alors voilà, pour continuer. Donc, effectivement, comme l'ont judicieusement dit tous les précédents intervenants, aujourd'hui, il y a la mise en place d'un montant d'aide sans précédent au niveau aussi bien pour le financement des travaux que pour la réalisation des diagnostics initiaux, qui sont quand même la première étape pour engager un projet de rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, Elio, en tant que référent pour ses clients sur les sujets de maîtrise de l'énergie, a mis en place une offre via un réseau de bureaux d'études et d'architectes partenaires qui est conforme au cahier des charges mis en place par l'Agence parisienne du climat et l'ARC pour pouvoir bénéficier des subventions, notamment de 5 000 €. Le but de ce DTG, comme il a été expliqué judicieusement, est qu'il va permettre de répondre aussi bien à vos obligations vis-à-vis de la loi climat et résilience que pour envisager des projets de rénovation plus ambitieux, pour s'engager avec des projets de rénovation énergétique globaux, donc avec l'atteinte du fameux palier de 35% et moins aujourd'hui avec le nouveau programme mis en place par la mairie de Paris pour des programmes d'assistance financière des 15% d'économie d'énergie. Et donc, aujourd'hui, dans le cadre du cahier des charges de l'APC, il y a une étude d'ingénierie financière qui est demandée dans la réalisation de ce diagnostic, qui est la première étape, et c'est un vrai outil d'aide à la décision pour savoir effectivement, OK, l'audit énergétique va nous dire quels sont les programmes de travaux envisagés, aussi bien soit des programmes de rénovation globale que du geste par geste, mais l'idée c'est de savoir combien ça va vous coûter. Et c'est un vrai outil à la décision derrière pour savoir si on s'engage dans ces programmes de travaux ou si on se cantonne à faire du geste par geste. Donc aujourd'hui, il y a tous les dispositifs d'aide qu'on vous a présentés précédemment. Et comme l'a expliqué Jessica, quand vous voulez engager vos projets sur une seconde étape, pour savoir si on va s'engager sur ces phases de travaux, il faut faire appel aujourd'hui à ce qu'on appelle un assistant à maîtrise d'ouvrage, qui est un prérequis fixé par l'ANA pour pouvoir bénéficier de ma prime rénov copropriété. Donc je vous ai fait un petit listing des différentes aides auxquelles vous pouvez prétendre dans un projet de rénovation. Donc il y a toute la phase conception, donc les 5 000 € mis en place par la métropole du Grand Paris, la ville de Paris, pour la réalisation du DTG qui inclut un audit énergétique. Il y a les 10 000 € dans la deuxième étape qui est pour la phase étude de la maîtrise d'œuvre qui ont été évoquées précédemment également. Et puis derrière, au niveau de la... J'avais une petite question, mais je ne voulais pas trop vous couper. Mais est-ce que sur les petites copros, finalement, on se dit, est-ce qu'on ne pourrait pas tout regrouper, faire à la fois DTG, maîtrise d'œuvre, justement pour bénéficier de tous ces budgets en même temps qui vont aider à effectivement impulser ces travaux? Alors, on ne pourra pas bénéficier on ne pourra pas faire un mix 5 000 plus 10 000 € pour les petites copropriétés. Donc, pour les petites copropriétés, en fonction de ce qui a déjà été réalisé, on peut fortement inciter à partir en phase de maîtrise d'œuvre. Mais si et seulement si la copropriété a déjà au moins une base en projet, voilà, qui essaie de développer. Ouais. Exactement. Ouais. Parce que la copropriété qui arrive, même si elle est à 10 lots, mais qui ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire, l'état des caves ou autre, on ne pourra pas l'orienter, en tout cas initialement en phase de maîtrise d'œuvre directement. Ouais. Je vous ai coupé, Dimitri, parce que je voyais un effet d'aubaine, mais, non, mais vous avez bien fait. C'était mauvaise. Le but est d'échanger, pas qu'il y ait du monologue. Donc au niveau des financements pour la phase travaux, il y a ma prime rénov copropriété qui a été évoquée, qui finance 25% du montant global des travaux hors taxes avec un plafond de 6 250 € par logement.
et qui finance également cette mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui est rendue obligatoire dans le cadre d'un projet de rénovation globale à hauteur de 30% avec un plafond de 180 € par logement. Il y a le dispositif Éco-Rénovons Paris pour des projets qui n'arriveraient pas à atteindre ce fameux palier de 25% d'économie d'énergie, qui sont du coup des financements sur mesure en fonction des projets et ce sur quoi souhaite s'orienter la copropriété. Il y a un dispositif d'aide dont vous pourrez bénéficier à chaque fois que vous engagez un projet de rénovation énergétique, que ce soit du travaux au geste par geste ou un projet de rénovation globale, qui est le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc aujourd'hui, si vous vous engagez sur un programme à 15% ou vous suivez simplement au geste par geste le programme de travaux présenté par votre projet de plan pluriannuel de travaux, vous pourrez bénéficier de certificats d'économie d'énergie. Si vous souhaitez et arrivez à vous engager sur un programme de rénovation passant les 35%, il y a une nouvelle méthodologie de calcul qui s'applique sur les C2E qui permet de les bonifier assez fortement, de 3 fois, voire 4 fois, qui est alignée sur les objectifs de rénovation énergétique en termes d'atteinte d'économie d'énergie de MaPrimeRénov'. Et à ce moment-là, on permet d'atteindre, comme il a été évoqué précédemment par Antoine, des niveaux de financement qui atteignent 40 à 45% sur l'enveloppe globale du projet. Quand on va chercher le MaPrimeRénov' CoPro, le coup de pouce rénovation globale des C2E et d'éventuelles aides locales qui peuvent être mises en place par les collectivités. Et le dernier levier qui est non négligeable, c'est pour le financement du reste à charge, les coprêts à taux zéro qu'on peut aujourd'hui mobiliser pour financer le reste à charge de votre quote-part travaux. Hop. Alors, bon, je vous ai expliqué déjà cette slide sur quelle est la mission de l'AMO dans ce type de projet. L'idée, ce qu'on a voulu mettre en place, c'est un extract là d'un plan de financement qui est issu d'un diagnostic technique global réalisé dans le cadre du financement de la métropole. C'était pour illustrer un peu comment ça se présentait. La mission de l'AMO, comme on l'a dit, c'est en fait d'être un acteur d'aide à la décision pour la copropriété avant le vote des travaux. Donc l'idée, c'est qu'on intervient après la phase étude de la maîtrise d'œuvre, une fois que le programme de travaux a été défini. Et on va faire tout le calcul du plan d'ingénierie financière en considérant toutes les aides mobilisables, la cote par travaux et les économies d'énergie qui pourraient être réalisées suite à ces travaux. Là, c'est l'exemple d'une simulation avec un éco-prêt à taux zéro pour un T3. Quand vous serez véritablement en phase de vote, l'AMO rapportera ça à vos tantièmes de copropriété. Mais là, c'est sur une phase d'audit initiale, donc du coup, on le fait par typologie de logement. L'idée, comme vous pouvez le voir ici, c'est que vous avez en rouge votre effort mensuel sur les coprêts à taux zéro, en bleu le gain énergétique estimé par mois suite au programme de travaux qui a été retenu, et donc du coup, il y a le gain mensuel derrière qui est fait. L'idée de cet outil, en fait, c'est que le jour où vous, en tant que copropriétaire, vous arrivez en assemblée générale et que vous avez le projet de rénovation qui est sous vos yeux, que vous avez votre code par travaux simulé avec les coprêts à taux zéro, il faut que vous puissiez vous projeter en disant, voilà, sur le scénario 2, mettons, mon effort mensuel va être de 51,60 € avec mon éco-prêt à taux zéro. Est-ce que moi, aujourd'hui, en tant que copropriétaire, je suis capable, dans mon budget, d'assumer cet effort mensuel de 51,60 pour apporter tous les bénéfices qu'on a évoqués en début de présentation, qui est l'amélioration de votre confort, la valorisation de votre bien, la réduction de votre consommation énergétique. Parce qu'aujourd'hui, avec l'explosion de l'énergie, effectivement, vous avez cette cote par travaux-là, mais avec l'économie d'énergie que vous allez faire sur les charges, voilà, ça va peut-être vous coûter plus cher mensuellement, mais ça vous coûtera moins cher que si vous n'avez rien fait. Malheureusement, le contexte aujourd'hui est comme ça. Et donc, le but de l'AMO, c'est de vous accompagner avec cet outil d'aide à la décision pour que vous sachiez combien ça va vous coûter, combien d'aides vous pourrez prétendre et quelles sont les solutions de financement de votre reste à charge. Et bien évidemment, derrière, dans la dernière phase, si vous décidez du vote des travaux, c'est notre mission d'aller chercher toutes ces aides et de vous accompagner sur toutes les démarches administratives pour récupérer toutes les aides mobilisables à travers tous ces différents dispositifs. Voilà, on va laisser le tableau. Voilà, Dimitri a une petite diapo. On va laisser juste ce tableau. Je voulais faire réagir Antoine, c'est que effectivement aussi sur un public qui pourrait être défavorisé, on va rajouter des aides finalement. Donc c'est là-dessus que je voulais insister, c'est que finalement c'est des études qui sont faites par copropriétaire. C'est un vrai travail d'orfèvre que vous faites financier sur chacun des lots, chacun des copropriétaires, chacune des situations personnelles. Oui, je pense que c'est vraiment l'avantage de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est sans doute pour ça que l'Agence nationale de l'habitat l'a rendue obligatoire. C'est qu'elle va apporter finalement de manière
relativement transparente pour les copropriétaires. Ça ne va pas leur demander un énorme investissement de recherche, de calcul, etc. Ils vont avoir quelqu'un qui est dédié à ça et qui va pouvoir leur apporter une information extrêmement précise selon leur situation, leur composition familiale, leurs revenus, etc., etc. Les tantièmes, parce que ça joue, la taille du logement. Est-ce qu'ils vont demander un prêt à taux zéro ou non? Et puis, on va adapter le plan de financement à ça et leur dire, voilà, votre reste à charge, c'est tant. Si vous êtes en capacité de le payer tout de suite, voilà, vous le payez, ça sera ce montant-là. Si vous voulez un éco-prêt, ça sera ces mensualités, etc., etc. Et ce qui est vraiment important à avoir en tête, c'est que maintenant, on a vraiment des offres très intégrées qui permettent aux copropriétaires de ne pas se sentir seuls et de pouvoir avancer, avoir toujours un référent, toujours le même au téléphone, ou qui leur permet d'apporter ces informations. Donc c'est vraiment très, très sécurisant pour les copropriétaires de pouvoir prendre une décision maintenant sur une rénovation globale. Oui. Dimitri, si on regarde sur les études que vous faites en ce moment, avec la hausse du coût de l'énergie, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, malgré le coût des travaux et grâce aux aides, le propriétaire est bénéficiaire finalement à la fin du mois. On a fait des coûts d'économie d'énergie, donc du coup, j'ai moins à dépenser. Alors oui, c'est vraiment du cas par cas. C'est selon la typologie, enfin selon le projet retenu, selon le type de travaux, le niveau de revenus, et c'est surtout par rapport à la conception de l'immeuble sur lequel on va travailler, parce qu'il y a des codes par travaux qui sont il y a des immeubles qui sont plus favorables à la rénovation énergétique que d'autres. Et donc, du coup, on va pouvoir atteindre des gains énergétiques assez importants avec des investissements moindres. Enfin, typiquement, la cible, c'est quand même un grand rectangle des années 60 avec une isolation très faible. Pas beaucoup de balcons. Effectivement, là, le coût de la rénovation globale, notamment sur l'isolation des murs par l'extérieur, va être moins coûteuse que sur des immeubles avec des architectures très particulières, où là, tout de suite, on a le coût des travaux qui explose pour avoir un gain énergétique similaire. Donc là, effectivement, le cas qu'on vous a mis ici est très favorable. C'est malheureusement pas le cas pour toutes les copropriétés. Oui. On imagine l'immeuble haussmannien qui est plus compliqué à isoler. C'est notamment pour ça que je pense que la mairie de Paris a mis en place des dispositifs complémentaires, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on s'est rendu compte que sur des immeubles classés haussmanniens, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut en termes de rénovation énergétique. Le fameux palier de 25%, 35% est difficilement, voire impossible à atteindre. Et effectivement, il y a des spécificités à chacun des immeubles qui font que le projet va être plus ou moins bénéfique en termes de financement pour la copropriété. Donc vous accompagnez les copropriétaires, mais donc j'imagine les aides vont aux copropriétaires, mais il y a aussi peut-être des aides collectives qui vont à l'ensemble de la copropriété. Donc finalement, vous accompagnez les copropriétaires pour monter leur dossier, pour jusqu'au bout, jusqu'à récupérer ces aides-là? Tout à fait. Aujourd'hui, dans le cadre de toutes les aides qui sont mises en place, il y a le sujet principal, MaPrimeRénov', qui a été évoqué, qui finance les travaux à l'échelle globale de la copro sur le fameux pourcentage de 25%, mais il y a aussi des dispositifs particuliers qui sont prévus dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov' pour les ménages qui sont modestes et très modestes, qui peuvent aller chercher des aides de 1 500 à 3 000 euros supplémentaires, si je ne me trompe pas. Et il y a également des bonus qui sont prévus si on arrive à sortir d'une étiquette passoire thermique pour le bâtiment, et également des bonus prévus pour l'atteinte d'un bâtiment BBC, donc étiquette A ou B, qui sont de 500 euros supplémentaires par logement. Merci Dimitri. Bon, on va revenir à vous. Jessica, tu as attendu sagement jusqu'à la fin, c'est pas la fin, mais jusqu'à ta présentation. Il y a un sujet que j'aime bien, moi, c'est les savoirs des copropriétaires, parce qu'effectivement, il faut que chacun soit en compréhension, en capacité de comprendre les enjeux pour pouvoir soit éveillé, à comprendre le projet, et puis donc, du coup mettre en mouvement la copropriété. On voit qu'il y a beaucoup d'accompagnateurs, de bureaux d'études, d'architectes, enfin beaucoup de professionnels, mais il ne faut pas oublier le copropriétaire et le syndic, finalement, qui joue un rôle important dans ce projet de rénovation énergétique et qui ne doivent pas être laissés pour compte, parce qu'in fine, c'est eux qui vont à la fois voter et suivre et gérer ce projet. Je crois que vous avez donc effectivement mis en place des outils qui accompagnent ces populations également. C'est ça, tout à fait. L'important, c'est de vraiment sensibiliser tous les acteurs de la rénovation, donc les copropriétaires, les syndics et tous les professionnels qui gravitent autour. Je représente rapidement Rénovo Collectif. Donc Rénovo Collectif, c'est un programme d'intérêt général qui a pour but de massifier la rénovation énergétique des copropriétés. On va outiller
sensibiliser tous les acteurs, donc que ce soit les copropriétaires, les syndics, les professionnels et les collectivités. Dans le cadre de ces outils, on a créé un outil... c'est vrai qu'on a un petit quiz d'abord, pour savoir combien la rénovation énergétique est importante. On allait oublier ce quiz. On allait oublier le petit quiz. Alors, c'est des tonnes de CO2 émis le secteur du bâtiment chaque année. Voilà. Donc, ça, je ne sais pas si tout le monde connaît. Alors, c'est très précis, mais c'est important pour se rendre compte que c'est très important, justement, la rénovation énergétique. Alors, donc il y a 3 réponses possibles. Donc ça, c'est en France, hein, on imagine. C'est ça. 123 millions de tonnes. Alors moi, je vais être incapable. Hein. 10 millions de tonnes, 1 milliard de tonnes de CO2. Est-ce que sur la table ronde, là, vous connaissez le résultat? Non, pas. Vous n'êtes pas sûr. Allez, on vous laisse voter. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà, allez, on vous présente les résultats du public. 123 millions de tonnes. Ah. C'est pas mal, hein. Et ben voilà, quand même, la majorité qui a trouvé, effectivement, c'est vraiment un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique. Maintenant qu'on a fait ce petit quiz, on va passer sur le MOOC RénocoPro. Donc, c'est un outil qui a été créé dans le cadre du programme Rénovo Collectif avec l'ALEC de Lyon et l'ASDER. C'est un MOOC qui est 100% gratuit. Donc, un MOOC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une formation en ligne à laquelle vous pouvez accéder gratuitement, qui va vous permettre de répondre à toutes les questions qu'on a abordées depuis le début de cette conférence, comme comment impulser une dynamique dans l'immeuble pour la rénovation énergétique, mais surtout combien ça coûte, quelles économies on va réaliser et comment le financer. Ce MOOC donc, est à destination de, comme je l'ai dit, tous les acteurs, que ce soit les copropriétaires et habitants impliqués dans la rénovation, les syndics et autres professionnels de l'immobilier et les autres professionnels, donc architectes, ingénieurs, bureaux d'études. C'est vraiment une formation à destination de tous, très complète. Si vous êtes ici, c'est que le sujet de la rénovation énergétique vous intéresse, que vous avez des questions sur le sujet. Il est pour vous, ce MOOC. C'est un MOOC à faire en... Excusez-moi. Il y a 2 troncs, donc un tronc obligatoire de 2 semaines et ensuite un parcours en fonction de vos besoins. On va le voir ici. Il se divise donc en 3 parties, 3 étapes qui sont accessibles en fonction de votre avancée sur le sujet. Aujourd'hui, on était sur l'audit et le financement, donc ça va vraiment être les fondations, donc la réflexion du projet jusqu'à la réception de l'audit. Et ensuite, on va passer donc à l'échafaudage du projet avec la consultation des entreprises, l'aspect AMO et la mobilisation des aides et des financements. Tous les aspects qu'on a abordés aujourd'hui vont être dans ce MOOC, vont être détaillés, vont être à disposition. En plus de toutes les questions que vous avez, vous aurez donc des réponses, que ce soit avec des vidéos, avec des interviews, avec du texte, des animations et des quiz. On a plusieurs intervenants qui ont pris part à ce MOOC. Donc vous avez des sociologues, des bureaux d'études, des architectes et aussi donc les ALEC. C'est un MOOC donc, qui est ouvert à partir d'aujourd'hui. Donc il faut se rendre sur le MOOC bâtiment durable. Les sessions commencent le 25 avril. Les animations durent jusqu'au 13 juin. Mais lorsque vous êtes inscrit donc, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez faire ce MOOC sans limite de temps. Si vous souhaitez le faire en 8 semaines, vous pouvez le faire en 8 semaines, ce qui est vraiment la version la plus courte. Si vous souhaitez le faire en 1 an, parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, mais vous voulez quand même vous informer sur la rénovation énergétique, vous pouvez le faire sur 1 an. Voilà. Oui, mais comment ça marche techniquement? C'est-à-dire que si on ne peut pas le faire... vous savez, des fois, là, sur les séries, sur les plateformes de streaming, des fois, il y a une série qui dure 12 heures et les gens le font dans la nuit, et puis hop, c'est terminé. Est-ce que là, on peut se dire il peut y avoir un copropriétaire qui peut tout faire en 48 heures? Alors, en 48 heures, ça va être compliqué. Je ne m'arrête pas. On peut essayer, mais il faut quand même penser à dormir. Honnêtement, le plus court, ça va vraiment être 8 semaines, à raison d'1h30 par semaine. Oui, donc c'est pour ce qui est vraiment se noyer. C'est ce qui est proposé, c'est-à-dire... Voilà. Et puis, il faut le temps de digérer les informations, réfléchir, et puis après revenir, peut-être parler avec d'autres copropriétaires ou d'autres syndics. Alors, effectivement, il y a des forums qui sont disponibles pour échanger en fait, sur les différents sujets en fonction des besoins. S'il y a des besoins particuliers, c'est toujours utile de discuter avec d'autres copropriétaires qui sont investis. Donc, ça veut dire que toutes les semaines, quand je veux, je me connecte, j'ai les infos, j'ai les quiz. Et donc, est-ce que c'est je vais utiliser ce mot certifiant. Est-ce qu'il y a un diplôme qui est donné à la fin du MOOC? Alors, effectivement, à la fin, vous avez réalisé le MOOC RénocoPro. Donc, c'est certifiant dans le sens où vous savez maintenant tout ce qu'il y a à savoir sur la rénovation énergétique. Ce n'est pas un diplôme, bien sûr, mais ça permet vraiment de répondre à toutes les questions. C'est un outil qui est vraiment à diffuser
au sein des conseils syndicaux, par exemple, pour vraiment impliquer tout le monde. Mais il y a une note, finalement, parce que vous savez Non, qu'en il n'y a France, pas de note. on est fan de méritocratie. Donc, C'est vrai. est-ce qu'on classe les copropriétaires dans la copropriété en fonction de... Non. Non, Non, il n'y a pas de mauvais copropriétaires, il n'y a pas de cancre. C'est vraiment de l'information, c'est vraiment une bible, en fait, de la rénovation énergétique. Oui. Et est-ce que, donc, plus sérieusement, est-ce qu'on constate, quand il y a des copropriétaires qui se mettent en suivi de ce MOOC, est-ce qu'on constate que finalement, il y a des travaux, après, ça enclenche des travaux, ça enclenche une dynamique qui est différente ? Oui, tout à fait. Il y a une forte dynamique de la part des copropriétaires qui ont suivi ce MOOC et des professionnels aussi qui sont bien plus sensibilisés, qui sont capables en fait de comprendre dans sa globalité la rénovation énergétique et pas uniquement de voir les problématiques que cela peut engendrer. Par problématique, j'entends des gens qui ne vont pas être conscients que c'est un besoin, que c'est nécessaire et qui vont voir uniquement le coût. Ouais. Il y a combien de personnes qui ont suivi le MOOC là aujourd'hui ? Est-ce qu'on a le chiffre ? Alors non, je n'aurais pas le chiffre. Moi, je l'ai suivi. C'est plusieurs milliers de personnes, je crois déjà, qui ont suivi. Sûrement. Ouais. Je vous avoue que là, j'ai pas les chiffres. Est-ce que Jessica, je demande à Jessica pour l'APC, est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que disait Jessica Gracien, il faut former aussi des entreprises, parce qu'on aurait tendance à croire que l'ensemble des entreprises sont aux connaissances de ces sujets, maîtrisent parfaitement, mais c'est pas complètement le cas. Ce n'est pas complètement le cas parce qu'il y a énormément d'évolutions réglementaires et qu'il faut tout le temps se mettre à jour. Il faut tout le temps voir un peu à l'échelle locale qu'est-ce qui est prévu, la réglementation, les aides financières, etc. Donc ce n'est pas non plus évident pour les structures qui interviennent dans ce domaine de tout temps être à niveau. Et donc on est aussi là pour les aider à se mettre entre guillemets à jour. On organise notamment une formation à destination des maîtres d'œuvre le 5 et 6 avril, je crois que la date est bonne, avec la compagnie des architectes de copropriété. Donc on va aussi diffuser l'information prochainement. Il y a des sessions de formation à destination des syndics, que ce soit via Rénovons Collectif ou avec un plus, donc l'UNIS ou d'autres. Donc c'est vrai qu'on essaie de diffuser très largement les sessions de formation organisées par nos partenaires pour que vous, en tant que professionnels, s'il y en a en ligne aujourd'hui, vous puissiez aussi monter en compétences et vous former. Oui, il y a des professionnels en ligne, je te le confirme. Beaucoup de bureaux d'études et d'architectes nous suivent aussi sur ces conférences. Antoine, effectivement, je voulais aborder deux sujets. C'est l'AMO, hein, puisque Dimitri en a parlé. Il y a aussi les AMO dans le cadre des programmes. Alors, je n'ai plus le terme, mais c'est Éco-Rénovons Paris. Alors, si c'est le bon terme, plus, semble-t-il. Il y a aussi des AMO qui sont Solia et Urbanis, sur certains territoires, sur toute la ville, sur certains territoires. Est-ce qu'on peut nous expliquer, en tout cas, le dispositif, c'est quoi la ligne de partage entre un AMO privé, un AMO qui est mis en place par la ville de Paris ? Oui, tout à fait. Alors, disons, historiquement, on a une action envers les copropriétés à Paris qui est finalement de leur mettre à disposition des assistances à maîtrise d'ouvrage gratuites. Alors on l'a fait pour la rénovation environnementale dans le cadre du premier Éco-Rénovons Paris, mais on le fait aussi dans tous nos dispositifs de sortie de la dégradation du bâti, de sortie de l'insalubrité. Et c'est un mode de fonctionnement très classique, c'est le mode de fonctionnement qui a été organisé par l'Agence nationale de l'habitat dans le cadre de ces différentes contractualisations avec les territoires. Nous, ce qu'on a fait pour Éco-Rénovons Paris Plus, c'est vraiment de se dire l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage public, si on veut, ou via marché public, on sait faire, mais on a toute une richesse sur le territoire, et puis on a aussi des copropriétés qui ont envie de garder la main sur leurs relations contractuelles, alors pour plusieurs choses, hein, parce qu'ils ont envie d'être relativement indépendants, mais aussi parce qu'ils vont vouloir des prestations supplémentaires. On le voit par exemple par exemple, aller chercher des PTZ, voilà. Enfin, il y a plein d'autres choses que nous, on n'est pas en capacité de faire. Et donc, dans Éco-Rénovons Paris Plus, on a organisé le fait de
de laisser le choix à la copropriété de choisir son AMO. Soit ils prennent notre AMO parce qu'ils ne savent pas vraiment comment s'y prendre, soit ils arrivent, et on le voit avec le DTG qui demande finalement une analyse financière du projet. Il y a déjà une AMO qui est intégrée, et ben ils peuvent vouloir la garder, et ils la gardent, et ils viennent avec nous dans Éco-Rénovons Paris+. Ils auront accès aux mêmes aides, mais ils garderont leur assistance à maîtrise d'ouvrage, qui sera par ailleurs financée via des subventions. Oui. Donc c'est vraiment pour laisser au maximum la liberté aux copropriétés de faire avec les partenaires qu'elle a choisis, plutôt que de choisir notre AMO public, qui est aussi très bien, je vous rassure, mais que là, c'est la ville qui va la désigner. Oui, l'AMO public, est-ce qu'il va faire le DTG, finalement? Ah non, pas du tout. C'est vraiment la phase d'après. C'est une fois que la copropriété a choisi son projet, qu'elle a une bonne dynamique, que les copropriétaires sont volontaires, elle va rentrer dans le dispositif Éco-Rénovons Paris+. Et là, l'accompagnement va commencer finalement au moment de la phase de maîtrise d'œuvre. Donc ça peut aller d'accompagner la copropriété à choisir sa maîtrise d'œuvre, et puis commencer à réfléchir sur les financements, etc. etc. Oui. Là, on va revoir, alors, donc il y a Stanco et Jean-Marie, on ne va pas vous oublier complètement. Effectivement, vous êtes à distance, puis on va prendre des questions du public. Vous avez des questions dans le public, là, dans la salle? Préparez vos questions, on va vous donner le micro. On va faire tourner un petit micro, Morgane, qui va être rattrapé. Donc, sur les AMO, peut-être Jean-Marie, pour vous faire réagir, parce qu'on en a parlé pas mal. Vous faites aussi, j'imagine, parmi les bureaux d'études, des missions d'AMO? Oui, tout à fait. On fait la mission d'AMO. Donc là, nous, par rapport à ce qu'on voit, et c'est plus là au niveau de la filière, enfin je vais parler au niveau du CINOV, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un enjeu de structuration de la filière par rapport à ce que disait Jessica. Le métier évolue, c'est vrai, et notamment avec l'arrivée du DPE collectif à réaliser. Toute la filière se met en marche pour acquérir ses compétences et pour être capable d'accompagner les copropriétés. Et puis, il y a un élément clé qu'on voit qui est, à notre sens, un enjeu de rapprocher les ingénieurs et les architectes, parce qu'un projet de rénovation globale va nécessiter toutes ces compétences. Donc, il y a un enjeu de rapprocher l'ingénieur, l'architecte, et puis l'assistant à maîtrise d'ouvrage ou ingénieur financier. Et donc là, dans ce cadre-là, en fait, il y a deux modèles qui cohabitent. Il y a effectivement un modèle avec un groupement d'entreprises, avec un assistant à maîtrise d'ouvrage qui peut être l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la collectivité, et puis qui va aller s'adjoindre les compétences donc d'ingénieurs et d'architectes. Et puis, il y a un modèle qui est le modèle qu'on porte chez Cnova, donc le cabinet d'AMO et de maîtrise d'œuvre que je représente, où là, c'est un modèle intégré avec donc une seule entreprise dans laquelle on a les compétences. Donc, on a des architectes, des ingénieurs sur les différents corps de métier, des assistants à maîtrise d'ouvrage qui portent la compétence financière, à la fois pour les plans de financement et puis pour les solutions de financement, donc qui gèrent aussi les relations avec les partenaires bancaires, et puis qui assurent le rôle aussi de communication et de coordination et de pilotage de l'équipe et de communication à la fois avec la copropriété, le conseil syndical, l'Assemblée générale, et puis avec les instances externes qui sont les architectes du bâtiment de France, l'ABF, enfin les services d'urbanisme, pardon, et puis l'ANA. Voilà, et donc là, on a ce modèle intégré d'un cabinet d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et de bureau d'études techniques. Oui, Stanco, justement, il faut ouvrir le micro, hein, Stanco. Je voulais rebondir là, sur ce que disait Jean-Marie sur les ABF, les architectes des bâtiments de France, là, puisque la thématique c'est audit et financement. Est-ce que l'ABF, en plus, toi je sais que tu es architecte aussi de oui. Formation, est-ce que l'ABF, il faut le mettre dans les tuyaux, bon, si je peux utiliser ce terme, est-ce qu'il faut l'informer dès le début du projet, dès la phase audit ou oui. Plus tard? Oui, alors là, c'est un conseil qui va, pas forcément aux copropriétés, mais aux professionnels qui dirigent ces rénovations. D'expérience, parce que non seulement j'ai été formé, je suis diplômé, je suis architecte des PLG, et en plus, j'ai exercé jusqu'à 2 ans et demi en agence et à mon compte. Donc, j'ai d'expérience, je sais que les ABF, donc les architectes du bâtiment de France,
il faut travailler avec eux. Il ne faut pas leur proposer un projet fini et bouclé et on leur demande l'aval. Non, si on intervient sur un bâtiment qui est dans un secteur classé ou qui a certaines caractéristiques, il faut procéder autrement. Et ce que je conseille et ce que j'appliquais dans ma vie professionnelle, c'est que je travaillais en amont, j'allais les consulter. Donc, depuis le Covid, c'est un peu plus compliqué de s'approcher de ces gens-là, mais c'est toujours possible de prendre rendez-vous et de venir avec plusieurs scénarios de propositions d'aménagement. Je suppose que tu penses surtout à l'isolation thermique par extérieur, qui est en fin de compte, ce qui concerne le plus les ABF, hein, ce qui les préoccupe le plus aussi, et avec raison. Donc, il faut venir avec plusieurs propositions et leur demander leur avis et de concert avec eux, faire évoluer le projet de façon satisfaisante. Donc, satisfaisante aussi bien réglementairement, esthétiquement, mais aussi au niveau des performances finales et du coût des travaux. Est-ce qu'à un moment, il ne faudra pas se dire, Stanko... Il ne faut pas s'en faire des ennemis, quoi. Il faut aller avec eux et essayer de les canaliser, en fait. Voilà. Oui, donc ça, on n'en avait pas parlé, mais finalement, dès le début, dès la phase audit, une fois qu'on a passé cette phase audit, mais dès qu'on commence dans le projet, commencer à travailler avec les architectes. Là, je vous pose une question plus philosophique, mais est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir arbitrer en disant... parce qu'on a toujours ce choix entre qualité architecturale et performance énergétique. Et donc, est-ce qu'à un moment, on ne va pas devoir dire... c'est un immeuble haussmannien, c'est pas grave, on met quand même une double peau et puis on fait une performance énergétique exceptionnelle. Qu'est-ce qu'en pense l'architecte et le bureau d'études là-dessus? Je commence. Donc moi, du point de vue architectural, je pense que chaque campagne de travaux de rénovation globale, énergétique, mais aussi les travaux qui arrangent aussi les problèmes de la copro, techniquement, etc. Chaque campagne de travaux est faite sur mesure. On ne peut pas fonctionner avec des formules ou des recettes miracles. Il faut étudier. Donc la phase étude est très très importante parce que la proposition sera modulée en fonction du bâti, quoi. Et donc il y a plusieurs niveaux. Il y a techniquement, on ne va pas mettre n'importe quoi, on ne va pas isoler forcément un mur en pierre avec une isolation thermique par extérieur. Déjà parce que les ABF ne seraient pas forcément contents, mais même si ce n'était pas un problème, il faut que techniquement ce soit faisable, que l'isolant respire pour ne pas abîmer la pierre, que ce ne soit pas contre-productif au niveau de l'inertie thermique, etc. Donc tout ça, c'est des considérations à avoir en amont. Et c'est pour ça que la phase étude est vraiment fondamentale pour arriver à une solution sur mesure où on module les solutions. Et pas simplement, allez, on fait un sarcophage autour du bâtiment et comme ça, c'est sûr qu'on a chaud en hiver. Oui, Jean-Marie ? Oui, si je peux compléter, j'ai trois apports. Le premier, Xavier, vous nous emmenez sur le terrain philosophique. Pour vous dire, nous, la philosophie qu'on a, c'est qu'on est un acteur qui œuvre pour l'écologie, pour la transition écologique des bâtiments, mais l'écologie, pour nous, c'est une écologie qui est au service des habitants. Donc, c'est-à-dire, c'est à la fois au service et pour le bien-être des habitants et respectueux de l'environnement, c'est le en même temps. Et donc, des habitants qui ont acheté dans un appartement haussmannien, on ne va pas dénaturer leur bâtiment parce que ça ne serait pas leur rendre service. Vous voyez, on travaille aussi pour le cadre de vie et puis ça ne serait pas rendre service non plus à la ville de Paris. Donc voilà. Ensuite, deuxième sujet, c'est qu'on n'oppose pas énergie, écologie et architecture. C'est-à-dire qu'un projet de rénovation énergétique globale, c'est pour ça qu'on aime bien parler de projet de rénovation énergétique globale parce que c'est énergétique, mais ce n'est pas que énergétique. On travaille vraiment aussi sur le cadre de vie. Et quand on fait, alors ça intervient dès la phase d'audit, mais on va vraiment s'intéresser aux besoins et aux ressentis des habitants pour qu'ils nous partagent aussi ce qu'ils vivent. Et puis, il peut y avoir des sujets qui vont hors du cadre énergétique, qui vont nous dire, par exemple, on est un immeuble où on a beaucoup de jeunes familles et puis, il n'y a pas soit il n'y a pas de local poussette, soit il n'y a pas de local vélo. Et puis, on a des espaces qui sont inexploités dans le bâtiment et puis ça serait hyper utile qu'on puisse avoir ça. Ou alors, au contraire, on a des personnes âgées et puis on n'a pas de rampe d'accès.
pour accéder au bâtiment. Et donc, voilà, ça serait bien de l'améliorer. Et puis, il y a aussi, on a même, j'ai même un exemple en tête, des gens qui nous disaient, en fait, notre bâtiment, il devient laid, j'ose le mot, et j'ose même plus, là je reprends les termes d'un copropriétaire, j'ose plus inviter des gens chez moi parce que j'ai honte de mon bâtiment. Et vous voyez, et donc là, en améliorant l'aspect énergétique, on va en même temps améliorer le cachet, la valeur patrimoniale et aussi le bien-être vraiment des habitants chez eux. Donc voilà, donc pour moi, il n'y a pas d'opposition. Par contre, il faut bien cibler les immeubles sur lesquels on le fait. Et puis, le troisième point par rapport aux architectes des bâtiments de France, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est effectivement, donc dès qu'on a passé la phase audit, au moment où on commence à concevoir le projet, idéalement, ce qu'on essaie de faire, c'est on convie toujours les architectes des bâtiments de France pour venir faire une visite de site avec nous, c'est-à-dire la visite préalable, on la fait ensemble pour qu'on échange sur ce qui est faisable, pas faisable, et puis qu'on définisse ensemble le terrain de jeu pour qu'ensuite, quand on leur propose des solutions architecturales, qu'elles respectent le cadre qu'ils nous ont fixé. Dimitri Copin, oui, sur les architectes de bâtiments de France aussi pour deux. Est-ce que vous, dans la partie DTG, en tout cas AMO, début d'accompagnement avec les différents types de projets, vous allez déjà à cette étape-là commencer à sensibiliser les architectes de bâtiments de France, ou vous le faites plutôt après ? Alors, nous, l'idée, c'est qu'on intervient vraiment en assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est quand même un peu plus le boulot, entre guillemets, de la maîtrise d'œuvre, d'aller solliciter ces acteurs-là au moment de la phase de conception du travaux et savoir vers quel type de projet on s'oriente. En revanche, en tant qu'AMO, comme on assiste le syndicat des copropriétaires, on veut que le projet aille au bout, effectivement, on sensibilise à ce moment-là le maître d'œuvre, s'il n'a pas pensé à le faire, pour aller solliciter ces gens-là, pour qu'on ne s'engage pas sur un programme de travaux et que les copropriétaires s'engagent eux-mêmes dans ce programme de travaux, et que finalement on ne puisse pas le mettre en œuvre parce qu'on est bloqué plus tard par les ABF. Effectivement, c'est des sujets bloquants qu'il faut anticiper pour pouvoir assurer le bon déroulement du projet jusqu'à son terme. Voilà, et on va prendre quelques questions les questions du public. Quelques questions, il peut y en avoir beaucoup même. On a une première question, on commence par une question Internet ou Allez, on commence par une question Internet. Tout de suite, c'est Morgane qui va poser la question. Quel est le coût d'un bon DTG des moyennes et grandes copros selon votre propre expérience ? Voilà, donc là c'est finalement combien ça coûte un DTG? Alors qui est-ce qui veut répondre? Jessica? Je peux. Alors, il y en a plus. Allez, on va vous laisser plus Stanco, allez, vas-y. Oui, alors moi je parle, je rapporte ce que je constate ici à l'Arc, donc peut-être qu'on a de la chance ou de la malchance. Pour une copro d'une moyenne de 30 lots, le DTG coûte environ 7 500 €, entre 7 500 et 8 000 €. C'est ce qu'on constate sur le marché et ce qui nous est remonté par nos adhérents. Donc ça veut dire, si j'ai bien compris, sur la métropole, il y a une aide de 5 000 €, la métropole du Grand Paris, chaque territoire a ses aides, j'imagine. Donc il y a un reste à payer environ 2 500 €, c'est ça? Oui, d'abord on avance les 7 500 € et ensuite on touche la subvention de 5 000 €. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, c'est exactement ça. Je donnerai une fourchette globalement pour les plus petites copropriétés. Enfin, ce qu'on constate, pour aller dans le même sens que Stanco, on a une fourchette entre 7 500 et 13 000 € pour les plus grosses copropriétés. Oui. Donc ça veut dire que ce reste à charge, si on fait le calcul, je vois certains ont pris leur calculette, si on fait le calcul, ça fait environ 700 € par copropriétaire, c'est ça? Non, c'est 70 €, pardon. 70 €. 80 € de 80 reste à €, charge, pardon. Sur l'exemple de Stanco. Ah oui, donc finalement, il n'y a pas grand-chose en reste à charge. Sur un projet, quand on fait le projet de DTG, ça dure combien de temps à peu près, Stanco, entre le moment où on se décide, parce qu'il y a un vote en AG là aussi, hein? Oui, il faut voter, il faut partir à la pêche au devis, donc avec toutes les difficultés en fonction de la taille de la copro. Il faut réunir un certain nombre de devis proposés à l'AG. On vote le devis, le DTG. On vote aussi, ne pas oublier le principe de la subvention, parce que c'est quand même une façon de faire, et il ne faut pas louper ce protocole, pour ne pas passer à côté de l'aide dans la métropole Grand Paris de 5 000 € pour le DTG. Et puis ensuite, il y a le déroulement du DTG qui lui-même n'est pas
non plus quelque chose de très rapide parce que il y a des réunions. Il y a une réunion qui est prévue de démarrage avec une enquête. Il y a la visite de l'immeuble par idéalement un architecte et un ingénieur thermicien. Et ensuite, il y a le rendu d'un pré-rapport en réunion intermédiaire auprès du membre du conseil syndical, par exemple, et en petit comité, quoi. Et dans lequel on affine les stratégies et les scénarios à proposer. Et ensuite, donc, suite à cette réunion intermédiaire, on retravaille le projet, le DTG, et on propose donc ce DTG final qui vient de nos jours accompagné d'un DPE collectif et dont la fin du DTG, disons que pour synthétiser la conclusion du DTG, c'est un plan pluriannuel de travaux. Voilà. Oui, Dimitri, oui. Ouais, je suis un peu bloqué. Et si je peux compléter, en plus de... Pardon. En plus quand même du plan pluriannuel de travaux qui est effectivement la conclusion du DTG, il y a aussi des scénarios de travaux qui proposent de mutualiser l'ensemble des gestes proposés dans ce PPPT pour engager des projets de rénovation performants quand c'est judicieux pour la copropriété et que les caractéristiques de l'immeuble le permettent. Voilà, donc effectivement, Jessica, oui, je crois. Ah non, pardon. Allez, une question encore. On prend une question encore Internet. Allez-y, allez, Morgane. Puis après, on va prendre. Alors, avons-nous une obligation d'être RGE pour accompagner les copropriétés en tant que bureau d'études? Ah voilà, alors ça c'est une question pour le CINOV, Jean-Marie. Est-ce qu'il faut être... Est-ce que les bureaux d'études ont besoin d'être RGE? Je vais poser la question de manière plus globale. Les architectes, est-ce qu'ils ont besoin d'être RGE? Est-ce que les ingénieurs financiers, il y a des ingénieurs financiers RGE ou pas RGE? Voilà. Alors, si on parle pour l'accompagnement des copropriétés de manière générale, je dirais que non. En revanche, dans le cadre de un certain nombre de financements, que ce soit l'ANA, donc MaPrimeRénov' ou autre, on demande souvent aux professionnels d'être RGE études pour les professionnels thermiciens ou encore RGE travaux en fonction des différents postes de travaux pour les entreprises de travaux. Dans le cadre des financements, subventions de 5 000 €, que ce soit la métropole du Grand Paris ou encore de la ville de Paris, le professionnel doit être affilié à l'annuaire des professionnels coach copro et pour la partie thermique, être RGE études sur l'audit. Oui, RGE études, ça c'est juste pour les bureaux d'études finalement. Les architectes ne sont pas soumis à cette... Non, les architectes, ils sont inscrits à l'ordre des architectes. Donc, voilà, ce qui suffit pour effectivement exercer. Et en fait, ils ne font pas la partie thermique, donc comme c'est souvent un binôme ou que c'est intégré dans le cadre de certaines structures, on n'a pas de... Oui, pour les personnes qui sont intégrées, une activité intégrée ou son bureau d'études, architecte, AMO, finalement, il y a toujours le bureau d'études qui, lui, est RGE études. Oui. Dimitri ? Oui, non, mais je me permets aussi, là, je prends ma casquette un peu expert C2E. Dans le cadre de ce dispositif-là, quand même, il y a quasiment toutes les fiches d'opération standardisées qui permettent de bénéficier de ce dispositif qui impose que la réalisation des travaux ait été faite par un professionnel donc, sur l'entreprise de travaux qui est la certification RGE. Et c'est notamment le cas pour l'ensemble des entreprises qui vont être mobilisées dans le cadre d'un projet de rénovation performant pour mobiliser le coup de pouce, comme je disais tout à l'heure. Et mine de rien, comme ça permet de quadrupler, voire tripler, voire quadrupler le montant d'aide, c'est quand même non négligeable comme levier. Donc, un point de vigilance là-dessus, il est quand même fortement recommandé de sélectionner des professionnels RGE. Ce n'est pas obligatoire dans l'ensemble des cas. Voilà, les questions du public dans la salle. Vous êtes nombreux dans la salle aujourd'hui, donc c'est super. Bonjour. Voilà, vous pouvez vous présenter peut-être, monsieur. Je m'appelle Jean-Philippe Chaubier, j'habite dans le coin là. Une petite question, est-ce que, très personnel sans doute, est-ce que les indivisions familiales bénéficient de toutes les aides copropriété dont on vient de parler aujourd'hui? Voilà, les indivisions, oui. Alors, ça dépend. Si c'est une indivision familiale qui est destinée à loger les membres de cette famille, effectivement, vous ne pourrez pas bénéficier d'aide parce que vous n'êtes pas en copropriété. Si c'est une indivision familiale qui a vocation à loger des locataires, c'est possible, mais dans ce cadre-là, il faut contractualiser avec l'Agence nationale de l'habitat. Alors ça, vous pouvez le faire à travers les dispositifs Éco-Rénovons Paris Plus. Il n'y a pas besoin de faire... Enfin, ils vous aideront à déposer le dossier, mais là, il faut s'engager à un certain niveau de loyer qui est un peu plus bas que le loyer
de référence de l'encadrement des loyers. Alors, vous avez les aides aux travaux et puis vous aurez des avantages fiscaux aussi à utiliser ce dispositif-là. Donc c'est possible, mais si vous avez des locataires. Oui. Donc là on parle finalement, c'est des monopropriétés. Là, on n'est plus en copropriété. C'est ça, oui. Oui. Enfin, dès qu'on est en copropriété et qu'on est majoritairement du logement, en fait, on a le droit aux aides de l'ANA. C'est pour faire simple. Oui. Et on peut être en indivision sur un même appartement. On peut être en copropriété et puis il peut y avoir des personnes qui sont en indivision sur un appartement. Ça pose aucun problème ça parce pose que la majeure partie des aides sont délivrées au syndicat des copropriétaires. Donc l'organisation, disons, à qui appartient l'appartement n'a pas vraiment d'importance. Le syndic répartira au tantième les aides. Voilà. On a répondu à votre question, monsieur ? Voilà. Parfait. Allez, une autre question du public. Vous êtes nombreux. Allez-y. Monsieur, peut-être vous êtes copropriétaire ? Oui, je suis copropriétaire, mais je fais partie aussi de la commission énergie de l'immeuble. Et donc, je me pose une question par rapport à la première AG, si vous voulez, le vote à faire. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir si on peut, sans passer par la case simplement diagnostic technique global avec l'audit, le DPE et je ne sais plus quoi, là, je m'y perds. Le PPT. Et le PPT, voilà. Dans la mesure où la commission énergie a déjà décidé qu'il faut une rénovation globale, que le conseil syndical suit, etc., est-ce qu'on ne peut pas directement, dans une première AG, voter le principe de la rénovation globale, je ne parle plus dans le micro, voter le principe de la rénovation globale en votant l'AMO directement, le DAAT si c'est nécessaire, enfin tout ça. Oui. Est-ce qu'on peut faire ça parce qu'on peut mettre dans ce vote par rapport à l'AMO, on peut avoir une option, si jamais il n'y a pas de possibilité de faire des travaux à moins de 35%, ce qui peut arriver dans un immeuble, on peut faire l'étude et puis on s'aperçoit que ce n'est pas possible. À ce moment-là, on se met une option DPE, PPPT dedans. Oui. Alors est-ce que c'est jouable ? On va vous répondre. Peut-être Stanko là, qui avait commencé là-dessus. Finalement, votre question, pour la résumer, c'est on est d'accord pour faire les travaux. Qu'est-ce qu'on est quand même obligé de réaliser ? Une rénovation globale. Qu'est-ce qu'on... On a compris. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? Est-ce qu'on est quand même obligé de faire le plan pluriannuel de travaux ? Est-ce qu'on est obligé de faire quand même le DPE ? Qu'est-ce qu'on vote à cette première AG ? Peut-être Jean-Marie ? Oui. Alors, je vous partage notre manière de faire. Pour nous, vous avez la possibilité soit de réaliser un DTG, soit de partir directement sur la phase de maîtrise d'œuvre et AMO. L'idée étant que le DTG pour nous, c'est à la fois un outil technique qui permet de connaître l'état de son bâtiment, mais c'est aussi un outil d'aide à la prise de décision et de partage de la décision. Donc, c'est aussi un outil qui a vocation humaine à faire mûrir le projet et à faire en sorte que les copropriétaires soient prêts à s'engager sur une mission de maîtrise d'œuvre et AMO qui est la marche un peu plus haute pour passer à l'étape d'après. Oui, mais là, s'ils sont tous d'accord. Si vous êtes déjà tous d'accord et que vous êtes déjà conscient du projet et que vous êtes prêt à investir dans ce projet, vous avez tout à fait la possibilité d'avancer directement sur une mission de maîtrise d'œuvre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'en phase commerciale, on va faire de toute manière une visite de la copropriété qui permet déjà de définir le périmètre d'étude. Donc, on peut tout à fait concevoir la mission de maîtrise d'œuvre. Et vous avez la possibilité aussi de scinder cette mission de maîtrise d'œuvre avec la phase d'avant-projet où, si jamais vous souhaitez... qui permettra d'avoir la vision vraiment très fiable et très précise sur le scénario qui permet d'atteindre les moins 35% d'économie d'énergie, avec la possibilité à ce moment-là d'arrêter le projet après la phase d'avant-projet. Voilà. Mais donc, pour résumer en un mot, oui, vous avez la possibilité d'aller directement sur une mission de maîtrise d'œuvre. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire, Stanko, que le DTG est quand même obligatoire, pas obligatoire, est quand même utile parce que cet aspect architectural, si on passe directement à maîtrise d'œuvre, il risque d'être loupé ? Oui et non, c'est-à-dire il est utile dans l'absolu parce que là on est un peu, si je peux me permettre, obnubilé par les aspects thermiques et la rénovation énergétique, mais l'immeuble n'est pas fait que de ça, donc il y a aussi des questions autour techniques. Est-ce que les réseaux d'eau usée sont érodés ? Est-ce qu'il n'y a pas le sol de la cour qui s'enfonce, le plafond de la cave, le plancher haut de la cave qui est rouillé, etc. Et donc, le PPT ou le DTG va vous éclairer sur la priorité et par où commencer, quoi. Donc, c'est quelque chose qui est utile.
Au même temps, quand vous faites des travaux, vous allez avoir un... Donc, si vous avez déjà décidé, si vous êtes donc partez, vous avez un maître d'œuvre, donc lui aussi saura vous dire un peu et vous faire un DTG informel à travers ses études. Mais peut-être que c'est nécessaire effectivement de lui demander est-ce qu'il est capable, en plus de sa mission de maîtrise d'œuvre des travaux qui étaient définis, d'analyser, d'auditer globalement votre immeuble, quoi. Il faut savoir que donc, le PPT peut être fait avec une analyse architecturale accompagnée d'un DPE collectif. Donc, vous pouvez très demander à la maîtrise d'œuvre de faire une analyse architecturale qui fait partie de l'étude du bâtiment, même si on va que s'occuper d'isoler les pignons, par exemple, mais on lui demande d'aller voir aussi l'état de la toiture, des canalisations, etc. Et parallèlement, vous faites faire un DPE collectif par un bureau d'études ou de diagnostiqueur qui fait ça. Vous lui fournissez le DPE collectif, il l'intègre donc dans une note, dans une analyse architecturale, et à la fin, il vous fait le PPT, quoi. Donc c'est faisable, c'est faisable. Voilà, une autre question du public. Allez-y, monsieur. Morgane va vous amener le micro. Merci Morgane. Parlez bien devant le micro. Alors, vous êtes un copropriétaire. Oui, copropriétaire aussi, dans la même commission énergie que monsieur. Donc je voulais vous poser plusieurs questions. D'une part, en ce qui concerne, alors je reviens sur la question de la nue copropriété, parce que moi je lis dans le texte de MaPrimeRénov', qui est les aides financières 2023, que peuvent bénéficier les propriétaires occupants, les propriétaires bailleurs, les usufruitiers. Donc, lorsqu'il y a une nue propriété, les nus propriétaires ne peuvent pas en bénéficier, mais les usufruitiers peuvent en bénéficier, ce qui est bizarre. D'ailleurs, je pense que ça aurait été l'inverse, ce qui aurait été plus logique. Les titulaires occupants et bailleurs, les preneurs occupants et bailleurs d'un bail amphithéotique ou un bail à construction, les propriétaires en indivision, si l'ensemble des propriétaires indivisés ont signé l'attestation sur l'honneur qui désigne deux demandeurs pour porter les travaux au nom de l'indivision. Par contre, ne sont pas indivisibles, ne sont pas éligibles les nus propriétaires, j'en parlais à l'instant, et les personnes morales, par exemple les sociétés civiles immobilières. Je voudrais savoir pourquoi les SCI, qui sont en fait une association de propriétaires, ne sont pas éligibles et quels sont les avantages qu'ils ont en contrepartie. Oui, voilà, on va répondre à votre question. Est-ce que Antoine essaie oui. Je pense que vous lisez le règlement des aides MaPrimeRénov' individuelles. Reste avec le micro. Alors, si on est dans une copropriété... Bon, on va vous répondre, et puis après, s'il y a une discussion un peu intuitu personae, on le fera lors du cocktail, oui. Non, mais c'est important de se dire que les aides MaPrimeRénov' copropriété, comme les aides de la Ville de Paris, ils sont versés à la copropriété. Et les critères de la nature de la propriété de chaque personne dans cette copropriété a peu d'importance. La seule importance, c'est que ça soit du logement et pas de l'activité, en gros. Donc ces aspects-là, en fait, objectivement, je vous dis comment ça se passe. L'Agence nationale de l'habitat va verser l'aide au syndicat des copropriétaires sur son compte, et c'est à la charge du syndic de faire la répartition au tantième ou une autre répartition si les copropriétaires se sont mis d'accord sur une autre répartition. C'est aussi possible de faire comme ça. Ça peut, voilà. Donc votre statut de propriété n'a pas d'importance. Dans le cadre de la répartition entre un usufruitier et un nu propriétaire, il faut savoir qui paye les charges de la copropriété. Il peut y avoir des accords différents, et c'est celui qui paye les charges qui bénéficiera de l'aide. Globalement, c'est ça. Oui, parce que ça va être géré par le syndic, donc c'est lié à la charge qui est payée. C'est très important à avoir ça en tête, et c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir de bonnes relations avec son syndic et de savoir comment on va procéder. C'est que finalement, les pouvoirs publics, quand ils font une aide au syndicat, ils vont aider le syndicat, mais si c'est des aides individuelles, ils aideront les individus. Mais c'est vraiment au syndic de faire la répartition, c'est son rôle. Et donc c'est dans la relation propriétaire-syndic, copropriétaire-syndic que se fait la distribution des aides finalement. Oui. Une autre question dans la salle. Allez, on va prendre encore une question, monsieur devant. Après une question du public. Toi aussi tu étais... Merci. On arrive bientôt au terme de cette conférence. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je suis copropriétaire, effectivement, et je m'occupe de la partie énergie. Parlez bien dans le micro, s'il vous plaît. Je cherche à convaincre
la copropriété d'aller vers un DTG. Vous nous avez donné le coût d'un DTG, vous ne nous avez pas donné le coût d'un PPT. Alors, est-ce que vous pouvez nous... Parce que dans la mesure où l'avance est frileuse vers le DTG, je risque d'avoir en face de moi des gens qui vont me dire est-ce qu'on dépense de l'argent pour un DTG alors que pour l'instant, le PPT est obligatoire qu'à partir de 2025 pour notre copropriété. Oui, on va aborder tous les coûts finalement, DTG, PPT, DPE. Bon, ça coûte combien tout À vrai dire, c'est le gros avantage, c'est-à-dire que la fourchette de prix qui vous a été annoncée tout à l'heure par Jessica et par Stanko en visio, et qu'en fait, le DTG qui répond à ce cahier des charges, quand on va vous remettre le rapport de ce DTG, le rapport va inclure... Bon, le DTG, il va inclure le DPE collectif, le projet de plan pluriannuel de travaux et un audit énergétique qui va vous permettre d'envisager la mutualisation des travaux via un scénario performant. C'est-à-dire que sur la fourchette de prix que vous allez avoir l'ensemble des rapports et donc du coup vous serez en conformité vis-à-vis de vos obligations. Bon, attendez, on va vous redonner le micro, Morgane. Ne quittez pas. Attendez, monsieur. Parce qu'il y a un public, vous êtes 150 à distance, donc sinon on ne vous entend pas. Merci. Au public à distance. Merci. Si j'ai une opposition au DTG par principe en disant ça coûte trop cher pour l'instant, même avec les 5 000 €, et puis rien n'est obligatoire pour l'instant, ce qui va nous concerner, nous, c'est un PPT en 2025, par exemple. Attendons le PPT. Alors, si on est devant ce genre d'argument, combien coûte un PPT et est-ce qu'il est éventuellement susceptible de recevoir des subventions ? Voilà, si on veut faire juste un PPT, finalement, c'est la question. Quand je fais juste le réglementaire, à minima, c'est quoi le coût ? Alors, le coût du PPT, je ne l'ai pas. Donc, peut-être que Dimitri ou Jean-Marie, vous pourrez m'éclairer sur cette partie. En revanche, vous n'aurez pas de subvention pour vous mettre en conformité vis-à-vis de la loi. Ouais. Voilà. Dimitri ou Jean-Marie, allez. Jean-Marie, le PPT, ça, combien ça coûte ? En fait, moi, ce que je peux vous répondre, c'est, pour moi, ça rejoint une question qui vient avant, précédente, qui est quel est le besoin de la copropriété et quelle est l'intention. Est-ce que c'est uniquement un besoin réglementaire de mise en conformité ou est-ce que vous avez un projet de travaux derrière ? Nous, on se positionne sur les copropriétés qui ont un projet de travaux. De ce fait, un bon PPT nécessite en fait une étude qui couvre le périmètre du DTG. Donc, en fait, on ne fait pas de distinguo. On a une seule offre qui est une offre DTG, PPT, DPE et audit énergétique. Et en ajoutant la subvention, finalement, c'est ce qui revient le moins cher en termes de reste à charge pour les copropriétaires. Après, vous avez une deuxième possibilité. Si c'est une copropriété qui est sur un besoin réglementaire, c'est là où je vous disais que le marché est en train d'évoluer. On voit vraiment deux marchés qui sont en train d'arriver. Là, peut-être que c'est une autre profession et que vous aurez plus des réponses à aller chercher du côté des bureaux de contrôle qui seront capables de faire ces missions de mise en conformité à moindre coût. Oui, là déjà que certaines copropriétés ont du mal à trouver des personnes pour faire des DTG, finalement, il n'y aura plus personne pour faire que des PPT secs sans rien d'autre. Si, on en aura, parce qu'on a les diagnostiqueurs qui font les DPE collectifs et qui pourront, et ça pourrait être couplé avec une partie architecturale, comme l'a indiqué Stanko. Donc là, effectivement, on sera sur des prestations beaucoup moins chères, mais on sera aussi sur... quelque chose de plus light. C'est plus le même périmètre de travaux et ce sera peut-être les diagnostiqueurs qui feront ce parti-là quand c'est juste le PPT, juste la partie réglementaire finalement, juste le PPT. Oui, et puis le PPT en fait sera un peu moins pertinent que via les offres faites avec la subvention parce qu'en fait la simple utilisation du DPE sur l'aspect énergétique est beaucoup moins complet et moins pertinent qu'un audit énergétique où les recommandations de postes de travaux sur l'aspect énergétique sont beaucoup plus adaptées aux configurations spécifiques de l'immeuble, à l'inverse du DPE qui sort quand même un peu des recommandations standardisées en termes de rénovation énergétique. Allez, sans compter, peut-être pour préciser ce que Dimitri dit, sans compter la non prise en charge de la partie architecturale ou je pense aux caves ou autres cages d'escalier qu'il faudrait travailler. Est-ce que Jessica Gracien, là, dans le MOC, est-ce qu'on a tout ça là, sur les obligations réglementaires ? Est-ce qu'on commence par faire une formation sur tout ce qui est obligatoire et alors, ce qui est oui, pas obligatoire. Dans le 32 semaines, effectivement, il y a les obligations. Après, je n'ai pas les détails en tête, donc il faudra voir directement sur le MOOC. Oui. Mais effectivement, oui, il y a les obligations. Il y a la formation sur toutes les obligations, bien sûr. Tout à fait. Une question, Morgane. Oui, on a beaucoup de questions du public à distance, donc je m'excuse par avance si on n'aura pas le temps de toutes les traiter. Pour le public en présentiel, je vous inviterai à aller voir
les intervenants, si toutefois j'ai pas le temps de prendre vos questions. Alors, on a une question de Gaëtan qui dit, concernant l'obligation de DPE au 1er janvier 2024, quelles sont les conséquences si celui-ci n'est pas fait et quel est le délai maximum pour le réaliser? Alors, 1er janvier 2024, bon, j'allais dire c'est 2024, mais c'est quoi finalement les conséquences? C'est les sanctions. Hein, la question, c'est réglementairement, quelles sont les sanctions si je fais pas? Ça vaut pour le DPE, ça vaut pour le PPT? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est des obligations qui sont, pour le moment, nous, sont mises à sanction. La seule, entre guillemets, sanction qui est prévue par le texte de loi est que l'autorité administrative compétente, donc qui sera sûrement la mairie ou le préfet, j'imagine, pourra demander s'il estime nécessaire au syndic, du coup, et par l'intermédiaire du syndic, au syndicat des copropriétaires, de présenter son projet de plan pluriannuel de travaux. Et si, une fois qu'il est présenté, en forcer son exécution partielle ou totale. Et si les études n'ont pas été mises en œuvre, de forcer leurs exécutions. L'objectif typiquement majeur pour ce PPPT, c'est au-delà de l'aspect énergétique, c'est aussi d'éviter des problèmes comme il s'est passé à Lille il y a quelques mois avec des effondrements d'immeubles. Et donc du coup, parce que quand même le PPPT, il y a certes cette notion de performance énergétique, mais le premier objectif, c'est l'entretien du bâti et la sécurité de ses occupants. Donc voilà. Donc aujourd'hui, pour le moment, c'est pas soumis à sanction. Ça peut être amené à évoluer, on ne sait pas. Hein. Mais il y a quand même cette petite notion qui est à non négliger. Et puis c'est surtout un très bon outil d'entretien de votre immeuble sur les prochaines années. Oui, il n'y a pas une obligation, Stanco, également, de mettre une partie de financement de côté en vue des futurs travaux? Je ne sais pas comment on appelle ce terme-là. Excuse-moi. C'est le fonds travaux. Le fonds travaux, voilà. Oui, donc c'est-à-dire que le fait de ne pas avoir de PPT, bon, comme vous disiez, il n'y a pas de sanction pour l'instant, mais il va y avoir des conséquences. Et je pense que dans le futur, il y aura des subventions qui seront conditionnées à la présence d'un PPT, des choses comme ça. Mais pour revenir donc à la question, le fonds de travaux actuellement est constitué, vous le savez sans doute, de 5% du budget prévisionnel du fonctionnement de la copro. Donc à toutes les AG, on vote de provisionner 5% qu'on met dans une enveloppe qui s'appelle le fonds de travaux. À minima. À minima, oui, à minima. C'est un minimum, mais on peut mettre ce qu'on veut. À partir du moment où vous avez un plan pluriannuel de travaux qui a été voté, ça va, donc comme je disais tout à l'heure, le plan pluriannuel de travaux, il y a plusieurs listes, il y a une liste de travaux, etc., avec des scénarios, etc. Et il y a aussi une notion des coûts. Donc vous allez prendre ces coûts, vous allez les additionner, ça va vous donner un total de ce PPT. Et donc, votre fonds de travaux va dorénavant être 2,5% du montant total du PPT. Voilà, donc on n'est plus à 5% du budget de fonctionnement de la copro, mais on passe à 2,5% minimum de ce qu'il y a sur votre PPT. Sachant que dans le cas idyllique d'une copro qui est impeccable, qui n'a rien à faire parce qu'il y a 2 ans, a fait des travaux tout azimut et qui a dans le PPT pas grand-chose, on reste quand même à un plancher de 5% du budget prévisionnel de fonctionnement de la copro. Voilà, c'est compris. Merci Stanco pour cette précision. Allez, on prend une dernière question du public. Morgane, allez, 2, allez, juste pour vous faire plaisir. Bonjour, je me présente Pierre Galtier, copropriétaire. Je vous remercie pour la conférence. Oui, 2-3 petites questions au sujet des normes. Au niveau de la qualification, des certifications françaises ou européennes. Ensuite, au sujet du bâtiment, on a parlé tout à l'heure de la construction du bâtiment. Il y a tout ce qui est fondation, tout ce qui est assainissement, tout ce qui est VMC, toiture, fenêtre, etc. Donc, quand on fait un DTG, il faut tout penser, tout étudier. Qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il quand la DTG est faite et on s'aperçoit qu'il y a des défauts de fabrication de la construction, béton armé, etc. Est-ce que ça rentre encore dans la dommage ouvrage ou pas? Et une autre question aussi, c'est au niveau des archives. On n'en parle pas. Je me suis aperçu moi-même quand j'ai travaillé sur mes dossiers pour l'énergie, etc. Je me suis rendu compte qu'on avait notre promoteur n'avait plus les archives. Au bout de 10 ans, fini. Et quand j'ai pris les plans de récollement, il manque des plans de récollement. Il manque un certain nombre de plans, donc c'est un problème. Les archives, ça, on n'en parle jamais, mais c'est très important, parce que lorsque les équipes arrivent pour faire les études, il manque des plans, alors c'est quand même important. Ça compte. Et puis,
Une autre question aussi. Ah oui, au niveau des mesures, au niveau thermique, je me suis aperçu, j'ai entendu parler de problèmes de logiciel, parce que quand on fait les mesures en métrologie, les erreurs au-delà de 2%, plus ou moins de 2%, c'est important. Et quand on fait les mesures thermiques dans les bâtiments, ça dépend de la construction du bâtiment, de l'année du bâtiment, etc., c'est compliqué. Et il y a des erreurs. Et il y a eu des problèmes dans certaines expertises, il y a eu des contre-expertises, ils n'étaient pas d'accord sur les résultats. On va répondre à vos questions. Excusez-moi, merci pour tout. Merci pour tout. Merci à vous. Donc, alors, il y avait une question qui était sur la partie les plans, comment on fait, parce que quand on part sur une base et qu'on n'a pas tout, là peut-être Jean-Marie, peut-être aussi en termes de responsabilité, est-ce que le DTG vaut de nouvelles formes de responsabilité sur là on a parlé, Antoine, sur la structure des bâtiments, la qualité des bâtiments. Qu'est-ce qui veut répondre à ces deux questions un peu en groupe? Alors, je vais peut-être laisser Jean-Marie répondre à la première. En revanche, sur la seconde partie, je précise qu'un DTG, c'est un relevé visuel des parties communes de l'immeuble, un état commun. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez faire un DTG, qu'on va dans les sous-sols, mettons, et qu'on constate, comme l'évoquait Stanko tout à l'heure, qu'il y a le plafond des caves qui est en train de s'effondrer, alors soit la préconisation du DTG sera directement de mettre un IPN, soit le problème est plus costaud. Et à ce moment-là, la première recommandation du PPT sera de faire appel à un bureau d'études spécialisé structure pour faire passer un spécialiste, parce que c'est quand même très, très spécifique. Et vous n'allez pas regarder les fondations, vous n'allez pas... Alors, on va regarder, mais c'est des relevés visuels que va faire le bureau d'études. Donc après, chaque bureau d'études a ses spécialisations et on ne peut pas outrepasser les responsabilités des uns et des autres. Donc du coup, en gros, l'idée, c'est quand même que si vous avez une copro où il y a un vrai souci, il y a un loup, entre guillemets, et vous savez qu'il y a un vrai sujet, c'est peut-être pas la peine de passer par la case DTG s'il y a un vrai souci structure et faire directement appel à un BE structure pour solutionner ce problème qui peut être relativement vite dramatique, entre guillemets. On n'espère pas que ça en arrive jusque-là, mais ça peut être le cas. Et une fois que ça est solutionné, passer sur le diagnostic technique global qui est un peu un état des lieux général de l'immeuble et qui va un peu plus loin dans le cadre énergétique notamment, on l'a déjà évoqué, mais voilà, ça n'empêche pas. Et après, sur la première partie, je vais laisser Jean-Marie sur les plans. Oui. Je passe à Champ. Oui, donc sur les plans, alors en absence de plan, qui est un cas qui arrive assez fréquemment, plusieurs options. Soit vous avez des endroits où vous pouvez aller les chercher, vous pouvez aller les chercher aux archives de la ville, vous pouvez aller les chercher chez le notaire. Et en dernier recours, si jamais vous n'avez pas de plan, à ce moment-là, nous, lors de la visite, on fait ces plans, enfin on fait ces relevés, en sachant qu'on fait des métrés dont la finalité est de pouvoir faire la modélisation thermique du bâtiment. Donc ce ne seront pas des plans architecturaux que vous aurez, ce seront néanmoins des métrés qui permettront d'avoir une modélisation fiable. Voilà, et puis il y en avait une dernière question, mais peut-être c'était la partie logicielle, je crois qu'il y a les DPE, alors là, c'était juste pour tirer le film, on ne va pas rentrer dans ces histoires de DPE, mais il y a les DPE qui sont sur une méthode de calcul, et puis les calculs thermiques, Jean-Marie, qui sont sur une autre méthode de calcul. Donc la méthode 3CL pour les DPE. Oui, en fait, c'est ça ? Oui, enfin, au niveau des méthodes de calcul, c'est-à-dire que pour le DPE ou l'audit, on peut faire plusieurs méthodes de calcul, soit la méthode 3CL qui est la méthode du DPE, soit la méthode THCEX qui est la méthode thermique réglementaire. Nous, en fait, on a pris le parti de faire les deux méthodes, mais y compris de maintenir la méthode THCEX, puisque c'est celle qui est utilisée par l'ANA pour le calcul des subventions. Donc, ce n'est pas la méthode réglementaire, néanmoins, c'est la méthode qui permet de bénéficier des subventions. Voilà. Allez, une précision, c'est nouveau, je pense que l'ANA accepte aussi la 3CL pour les audits. En revanche, pour le coup de pouce rénovation des globales des C2E, je suis désolé, je reviens dessus, mais le cadre réglementaire impose la THCEX, donc je pense que c'est judicieux de faire comme Jean-Marie et de continuer à faire les calculs avec les deux, comme ça vous pourrez bénéficier d'un maximum de subventions. Oui. Il y avait une dernière question, allez. La dernière. C'est vraiment par rapport à... Je reviens sur le PPPT. Comme tout ça, depuis que je m'en occupe là, avec la commission énergie, on se rend bien compte que tout ça, comme vous l'avez dit à tous d'ailleurs, ça bouge, ça évolue, ça change, ça modifie. Par rapport au PPPT, est-ce qu'on peut envisager que s'il n'est pas fait, justement, la subvention de l'ANA, on pourra lui dire au revoir? C'est-à-dire que si le PPT n'est pas fait, est-ce que ça peut annuler la subvention de l'ANA à terme? Qu'est-ce qui voulait répondre là-dessus? Après, il y avait, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de subvention de l'ANA pour le PPPT. Oui, la subvention de l'ANA. Elle peut être dépendante du fait que le PPT soit fait ou pas.
Ah oui, c'est réglementaire. En fait, la question, j'ai mal posé ma question. Si le PPPT n'est pas fait dans les délais, est-ce qu'on pourrait aboutir à une situation où l'ANA nous dise, monsieur, n'avez même pas réfléchi à ça, même pas fait le nécessaire, et donc la subvention, tant que vous n'aurez pas fait le PPPT, oui ou non? Alors, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On peut tout à fait imaginer que ce soit une approche de l'ANA. Il faut garder quand même en tête qu'un projet financé par l'ANA, c'est au minimum 35% de gains. Donc, il faut faire des études. Donc, vous pouvez faire un PPPT pour avoir cette... Enfin, voilà, ça sera difficile, finalement, de porter un projet avec 35% de gains sans avoir fait cet aspect réglementaire. Mais c'est sûr que l'ANA fixe des obligations. Il faut être inscrit au registre national des copropriétés. Il faut son RIB spécial, etc., etc. Ils pourront le faire à terme. Mais néanmoins, pour faire un programme à 35% de gains, je pense que cette obligation réglementaire, finalement, est relativement anecdotique en termes de coûts si vous faites un projet à 35% de gains. Voilà. Merci Antoine pour cette réponse. On a un petit quiz pour vous, Benjamin, pour savoir si vous avez bien suivi, si vous êtes au niveau, qui est pas diplômant. Donc, on va vous le présenter. Voilà. Alors, 3 questions. Le plafond des travaux financés par MaPrimeRénov' copropriété s'élève à 15 000, 25 000, 30 000. Alors, toutes les chaudières gaz, ça c'est la première question. La deuxième question, toutes les chaudières gaz, y compris celles à haute performance énergétique, sont exclues du dispositif MaPrimeRénov', vrai ou faux? Troisième question, l'assistance à maîtrise d'ouvrage AMO est obligatoire pour bénéficier des aides MaPrimeRénov', vrai ou faux? Tiens, il y en a une, je ne sais pas. Allez, on vous laisse voter. 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0. Voilà. Allez, on présente les résultats. Tout le monde a pu voter. Benjamin, c'est bon. Le plafond des travaux pour financé par MaPrimeRénov' copropriété. Est-ce qu'il y a un plafond des travaux? Qui est-ce qui veut répondre? Antoine? Je veux bien, c'est 25 000 € depuis le 1er janvier 2023. C'était voilà. 15 000 € précédemment. Donc, par logement. Alors, oui, c'est pas exact. Enfin, là, on rentre dans la complexité. C'est-à-dire que le mode de calcul est fait par logement, mais vous aurez l'aide au tantième. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Mais voilà, c'est quand même une augmentation très, très significative. Alors, bien sûr, c'est pour prendre en compte l'inflation, mais c'est aussi un coup de pouce qui est très fort pour la rénovation. Voilà, donc ça c'est cette première réponse. Toutes les chaudières gaz, y compris celles à haute performance énergétique, sont exclues du dispositif MaPrimeRénov', vrai ou faux? Dans quel cadre alors, Benjamin? Personne ne sait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Alors en fait, je pense qu'il y a 2 cas. C'est exclu dans MaPrimeRénov' à titre individuel. Aujourd'hui, MaPrimeRénov' ne finance plus que de la pose de PAC ou de chaudière biomasse, ce genre de choses. En revanche, à l'échelle de la copro, les chaudières gaz condensation, donc performantes, peuvent encore être compris dans le programme de travaux, même si aujourd'hui on a des orientations avec des gros systèmes de bonification sur des raccordements réseau de chaleur, l'installation de pompes à chaleur collective, ce qui est un peu pas toujours très simple en copro, et éventuellement de la biomasse qui l'est encore moins, mais voilà. Ok. Et la dernière question, l'assistance à l'AMO est obligatoire pour bénéficier des aides MaPrimeRénov'. Là, Dimitri aussi, on en a parlé. Oui, c'est un des prérequis fixés par l'ANA pour pouvoir bénéficier à l'échelle de la copro du dispositif d'aide MaPrimeRénov'. Et en individuel, ça va s'appeler mon accompagnateur Rénov', je ne raconte pas de bêtises. Voilà, on avait les réponses. On peut applaudir, voilà, cher public, les conférenciers. Merci à vous toutes et à vous tous.